L'intelligence artificielle dans nos vies, un vaste sujet, on va le voir ce soir. Alors c'est vrai qu'elles étaient de l'ordre du fantasme il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on peut dire qu'elles ont fini par rejoindre notre réalité quotidienne, voire même par bousculer nos habitudes. On a les smartphones qui ont pris la parole, idem pour certains équipements de la maison. En tout cas, l'intelligence artificielle est partout et surtout en plein cœur de l'actualité, après que le président de la République a dévoilé le 29 mars dernier sa stratégie pour la France en matière d'intelligence artificielle. L'objectif étant, et ça va peut-être faire sourire certains des intervenants, de faire de notre pays un acteur majeur dans ce domaine en y investissant 1,5 milliard d'euros. Alors pour répondre à toutes ces questions, je suis en charmante compagnie des professionnels qui vont nous aiguiller sur le sujet. Rapide présentation, nous sommes avec Médéric Salle, ingénieur en intelligence artificielle et blockchain. Sur ma gauche, Emmanuel Pesanti, fondateur de l'association French Road. Malek Rezgui en face de moi, promoteur immobilier chez CDLK Europrom et porteur du projet DOMI que l'on sera amené à développer tout à l'heure. Christopher Le Turc, vous êtes doctorant en intelligence artificielle au laboratoire grec. Et enfin, Hélène Laurence, vous êtes enseignant-chercheur à l'EM Normandie en marketing. On va rentrer dans le vif du sujet, Médéric sourit, mais c'est vers vous, je vais me tourner tout de suite. Là, voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que l'intelligence artificielle, elle est légion dans nos vies. En tout cas, on en parle beaucoup, c'est le sujet d'actualité. Mais c'est quoi au juste, l'intelligence artificielle ? Alors quand je suis sorti de mes études de master en intelligence artificielle de l'université de Caen, on m'a posé la même question et je ne savais pas répondre. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de chercheurs en IA, on en parlait tout à l'heure, qui ne savent pas forcément répondre à ce que c'est que l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas de définition exclusive qui dit ça c'en est, ça c'en est pas. En fait, l'IA, c'est simuler l'intelligence. Moi, on m'avait dit pendant mes cours, c'est imiter le comportement humain. Alors, on peut l'imiter de plusieurs façons. Quand on va faire des robots bipèdes, on va apprendre à marcher de la même manière que les humains. Donc, on va considérer que le logiciel qui va apprendre la marche va être de l'intelligence artificielle. On peut aussi faire ça dans la décision. Donc, décider avec des décisions, avec des facteurs, énormément de facteurs, très compliqués. En gros, dès que c'est compliqué, on considère que c'est de l'intelligence artificielle. Alors on en voit beaucoup en ce moment, on parle que de ça, de l'intelligence artificielle en ce moment, avec le rapport Villani notamment, suite auquel Emmanuel Macron a fait son plan sur l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de l'IA avec des personnes qui n'ont jamais touché un algorithme et surtout on parle de l'IA dans 20 ans. L'IA de demain c'est dans 20 ans, donc ça va être extraordinaire, on va créer plein d'emplois ou alors on va en détruire, ça va sauver la vie de tout le monde, on va tuer la mort, c'est un projet de Google, ou alors à l'inverse ça va nous réduire à l'état d'esclaves des robots. On raconte un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, merci d'être venu ce soir parce que en tant que co-organisateur du club de l'IA, qui est un nouveau club qui est né d'une rencontre de 4 personnes qui sont complètement différentes et qui s'intéressent simplement tous les 4 à l'intelligence artificielle pour des raisons complètement différentes. On a créé le club IA pour justement commencer à faire quelques meet-up, mais ensuite des projets beaucoup plus importants avec une vision beaucoup plus large de l'IA dont on vous parlera un peu plus tard. Voilà, donc l'IA, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. On peut faire plein de choses en fait. Dès qu'il va y avoir un peu d'intelligence dans la machine, on pourrait imaginer un logiciel qui va récupérer vos informations sur la santé, par exemple, sur votre santé, ce que vous avez mangé ce midi, ce que vous mangez ce soir, votre tension nerveuse avec des produits connectés, des objets connectés. On va récupérer plein de données de santé sur vous. On va pouvoir se connecter aussi sur le système de sécurité sociale public, et puis on va récupérer toutes vos données sur la santé, et puis je vais savoir que dans 20 ans, en fait, statistiquement, vous êtes en train de développer, en ce moment, dès maintenant, vous êtes en train de développer une maladie liée au manque de tel ou tel minéral dans votre organisme, et donc je vais vous dire de manger plus de telle chose, comme ça je suis en train de vous sauver la vie avec 20 ans d'avance. Un autre type de robot, de logiciel un peu intelligent qu'on pourrait imaginer, c'est un petit peu moins sexy, pourrait être simplement un système qui dit tiens, vous êtes très loin de chez vous, il est 19h, vous mangez souvent à 19h, je vais vous proposer un restaurant, et puis vous allez accepter que je réserve un restaurant pour vous. Seulement le hic, c'est que 90% des restaurants encore utilisent simplement un agenda papier pour gérer ces réservations.
Et donc là, mon robot qui coûte des millions de dollars, en fait, il est à mettre à la poubelle à cause d'un simple morceau de papier. Donc en fait, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui dans les médias et on en parle dans 20 ans et tout ce que ça va faire, mais on n'en parle pas dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, en fait, le préalable dont il est impossible de se sortir pour commencer à vraiment parler de l'intelligence artificielle dans la vraie vie, c'est la question de la digitalisation. Donc c'est pour ça qu'on a invité Emmanuel Pesanti, qui est à ma droite, pour justement parler de la question de la digitalisation et savoir s'il y avait une façon simple ou pas, en tout cas simple à utiliser, à laquelle on pourrait faire confiance, qui soit suffisamment sécuritaire pour imaginer de digitaliser la question des données sur la santé. Parce que j'imagine que quand il s'agit de digitaliser les restaurants et les systèmes de réservation, ça choque personne. Mais savoir si vous avez été opéré, si vous avez quel est le résultat de vos analyses de sang de la semaine dernière, c'est déjà un tout petit peu plus critique. Santé ou autre d'ailleurs, parce que autre chose qu'on aimerait protéger avec les données sur la santé. Oui, alors les autres choses qu'on aimerait, par exemple vos opinions politiques, votre orientation sexuelle, on s'est aperçu que les gens sont ravis de donner toutes ces informations à Facebook, qui donne un accès par la loi à la NSA. Snowden nous l'a dit en 2013 et on fait semblant de s'en apercevoir maintenant suite à, ça aussi, c'est de l'actualité. À Cambridge Analytica. En fait, on s'aperçoit que c'est pas des données si critiques que ça pour les gens, quoi. Parce qu'ils s'en moquent en fait. Justement, Emmanuel. Eh bien, effectivement, alors merci de m'avoir invité. Donc, je suis Emmanuel Pesanti, je suis le président de French Road. On ne peut pas parler d'IA si on ne parle pas de données, parce que l'IA va s'alimenter d'un certain nombre de données pour pouvoir fonctionner et apporter la plus-value tangible qu'on mérite tous. Moi, ce dont je vais vous parler, ce sont de vos données. Et vos données, vous n'avez pas forcément envie de les partager, ou en tout cas, dans l'ère prénumérique dans lequel on est encore aujourd'hui, et je pèse mes mots, eh bien, nous avons confié toutes nos données, tout notre patrimoine personnel, toutes nos données sensibles, nous les avons confiées à un certain nombre d'acteurs sur le marché que l'on connaît bien. Après, on les appelle les GAFA, pour Google, Amazon, Facebook et Apple. Et puis le pendant, donc les GAFA existent depuis 20 ans, ils sont capables de faire des choses assez extraordinaires et ils vous proposent des outils tout aussi extraordinaires, déjà basés avec de l'IA, et ils font plein de choses en opacité avec vos données dont vous n'avez pas forcément conscience. Qu'est-ce qu'ils font avec vos données ? Eh bien, Google, Cambridge Analytics et puis le GAFA Gate ou le Facebook Gate, en résumé, qu'est-ce que c'est ? C'est en 8 likes, eh bien, Facebook en saura plus que votre conjoint. C'est formidable. C'est génial, sauf que c'est pas tout à fait ce que vous attendez qu'on fasse de vos données. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que dans cette pré-ère numérique, vous avez confié vos données à un groupe de jeunes qui se sont bien éclatés avec, qui ont construit un modèle qu'on peut appeler le modèle adolescent de l'ère digitale. Et nous aujourd'hui, eh bien, en Europe, on pense qu'on peut passer à l'âge adulte. Est-ce qu'on y est prêt ? Est-ce que finalement on recherche un petit peu cette perfection d'un modèle sur lequel on maîtriserait la totalité de nos données ? Est-ce qu'on peut essayer d'inventer un système qui nous dise vous êtes le propriétaire de vos données dans la mesure où vous en avez le contrôle et vous savez qui vient les regarder et vous savez avec qui vous les partagez ? Donc du coup, qu'est-ce qu'on se dit ? On les gère nous-mêmes. C'est-à-dire que du coup, on se dit, je veux bien partager mes données, mais en même temps, je ne veux pas les partager avec n'importe qui ou je ne veux pas que ces données se retournent contre moi. C'est un vaste sujet. En réalité, ce sujet-là, il est déjà traité maintenant depuis plus de 20 ans en Europe du Nord, quelque part, dans un ou deux pays. Et ces pays sont rentrés il y a 15 ans dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Digital Nations. Les Digital Nations, le TOL j'aime bien, je fais un peu de poésie et je vais le faire rimer avec le mot TOL, T-O-L, Technical, Organizational et Legal. En réalité, l'Estonie, puisqu'il s'agit de ce pays, est capable avec son système informatique qu'on appelle le X-Road, et French Road n'est qu'une application française pour importer la X-Road en France et la propulser en Europe,
eh bien, le gouvernement estonien, quand ils ont un problème de gouvernance, quand ils ont un problème sociétal, eh bien, ils le résolvent en faisant un hackathon entre eux, à l'aune de ces 3 dimensions techniques, organisationnelles et juridiques. Et donc, la X-Road, je vais vous donner quelques indicateurs pour bien que vous compreniez l'effet disruptif que nous, on aperçoit aujourd'hui, mais qu'eux, en réalité, ont déjà traversé il y a 20 ans. Eh bien, ils économisent en papier, puisque le papier n'existe plus dans les transferts dans la vie administrative, le papier n'existe plus. C'est l'équivalent de 1 tour Eiffel par mois de paperasse. Alors, le papier, on s'en fout un peu, en fait, mais pas tellement. Ce qui compte derrière, c'est tous les processus qu'il y a. Donc un processus, c'est un ensemble de tâches qui apportent une valeur tangible en unité de temps d'action et d'acteurs, c'est-à-dire que chez nous, refaire un permis de conduire, c'est un processus de 3 mois qui met en œuvre beaucoup de fonctionnaires qui ne se cacheront pas pour vous dire « Ah, il manquait une virgule ici, et paf, vous recommencez. » Bref, vous en avez pour 3 mois. Ce processus-là, pour refaire son permis en Estonie, c'est 5 minutes. Pour créer votre entreprise et pour créer le compte banque e-douane, c'est une demi-journée. Et le lendemain, vous travaillez. Ça donne un petit peu, la température quand même. Ça pique un peu aussi pour nous. Là-bas, leur carte d'identité, elle leur sert à tout quand on parle du système estonien. C'est une carte d'identité, une carte vitale, un moyen de transport. On peut voter avec. Alors, le X-Road, c'est un logiciel. C'est un logiciel. Et c'est le logiciel de la carte à tout faire. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est une carte d'identité. Je n'ai pas d'exemplaire sur moi, mais considérez que c'est un support en plastique avec une puce et que cette carte-là permet effectivement de vous identifier, tant envers votre prochain que sur une machine pour accéder à des services. Qu'est-ce que c'est qu'un service dans ce contexte-là? C'est quelque chose, c'est un service qui vous permet de faire valoir vos droits et vos devoirs. Quelque chose quand même qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le devoir régalien de l'État, de garantir un certain nombre de services régaliens qui vous permet de vivre votre vie de tous les jours, de créer de la valeur. Quand vous vous levez le matin, quelqu'un qui vit en Digital Nation ne se pose pas la question de s'il va devoir prendre une RTT pour aller refaire son permis et aller faire tapisserie dans une administration. Ça n'existe pas. Ça n'existe juste pas. Voilà. Donc en répondant à cette question-là, ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est que la donnée, c'est quelque chose de très important, que sans données, point d'IA, et que l'IA que j'appelle de mes voeux, et que nous devrions tous appeler de nos voeux, c'est une IA qui est au service de l'humain, human first. Voilà. Donc on est en retard, nous, aujourd'hui. Vous disiez, la France, notamment l'Europe, on est seulement au pré-numérique. Bien, je comprends votre terme. Je pense qu'on est non seulement en retard en France, en réalité on est en retard en Europe parce que on est un petit peu le ventre mou du digital mondial. À ma gauche, les GAFA qui ont basé depuis le plan Marshall, qui était vraiment le plan Marshall à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui était très en faveur de la digitalisation de cette société, qui a mis en place ce qu'on appelle les Google, Amazon, Facebook, les GAFAM, de façon générale, qui ont basé chacun finalement leur création de valeur sur 2 choses fondamentales. Un dollar très attractif, ce dollar qui attire toutes les compétences mondiales dans le digital, et à l'époque on ne parlait pas de digital, on parlait de numérisation, mais c'est la même chose, et surtout un Américain de la Silicon Valley, quand il pense une solution, la petite solution d'un Facebook, qu'est-ce que c'est qu'un Facebook? C'est un trombinoscope, il le pense worldwide. Quand nous en France, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on le pensait pour le quartier quand même. Voilà, un dollar attractif, bref, ils ont basé leur système sur de l'argent, ce qui est pas mal en soi. De l'autre côté, à ma droite, on a les Chinois qui viennent, qui sont les GAFA, les BATX, qui sont les GAFA chinois. On ne les a pas vus venir, mais en 5 ans, ils ont créé leur Google, leur Amazon, leur Apple, ils en sont au même stade. Et nous, au milieu, eh bien, alors je précise quand même que les Chinois ont basé finalement cette chose-là sur la dictature, parce que qu'est-ce qu'ils ont dit aux GAFA? Ils ont dit « Ouais, ce que vous faites, c'est génial, c'est super, sauf que vous rentrerez jamais chez moi. Par contre, moi, je vais vous imiter. Et maintenant, je vais faire mieux que vous. » Donc ça, c'est un petit peu GAFA, BATX, et nous, au milieu, c'est le ventre creux du numérique, et on a d'autres valeurs. On a d'autres valeurs à faire valoir et j'ose espérer. On a une autre éthique et je voudrais simplement vous faire passer l'idée qu'on peut rentrer cette fois dans un digital à l'âge adulte.
Moi, mon propos, c'est pas de critiquer les GAFA, même s'ils sont critiquables, c'est pas de se tirer une balle dans le pied parce que c'est la spécialité française, c'est simplement de donner une note d'espoir en disant on peut faire mieux, et je crois qu'on va faire mieux. Nous avons une petite pépite nord-européenne qui s'appelle l'Estonie, qui depuis 20 ans est passée en nation digitale. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils sortent d'une histoire très chaotique. En 91, ils ont atteint leur 2e jour d'indépendance. Je vais vous passer l'histoire, mais 2e jour d'indépendance, ça veut dire beaucoup de choses. En 89, au moment de la chute du mur, le peuple baltique, de Vilnius jusqu'à Tallinn, a créé une chaîne humaine en se tenant par la main, 560 km. Ça fait réfléchir un peu cette capacité de ces gens à vouloir sortir d'un système qui les a mis en esclavage pendant tant d'années, et ça nous fait réfléchir un petit peu sur cette volonté pacifique de vouloir passer à autre chose. Et depuis cette date-là, l'Estonie, qui est passée en Digital Nation, eh bien, a une peur bleue, c'est de rejouer le scénario de Crimée, c'est-à-dire d'être envahi par l'ancien colon ou le bloc russe. Vous savez ce qu'ils ont fait pour ça ? Eh bien, ils ont entièrement digitalisé tous les services de l'État. De telle sorte que s'ils sont envahis demain par les Russes, eh bien, le gouvernement part en diaspora et pilote tout le pays à 1 mètre de hauteur sur le cloud sur téléphone portable. Ils peuvent piloter tout leur pays sur un téléphone portable, toute l'administration. Les serveurs sont au Luxembourg, je crois. Et ça, c'est dans le cas où il y a une force qui intervient. Si cette même force fait péter le territoire 50 fois avec une bombe atomique, la X-Road, dont le moteur névralgique et stratégique pour le pays, qui est enterré à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 150 mètres sous sol, qu'on appelle la PKI, c'est-à-dire le gestionnaire de toute l'identité, le gestionnaire des certificats d'identité, explose. Il renaît immédiatement en e-ambassade au Luxembourg. Ouais. Une e-ambassade, qu'est-ce que c'est ? C'est une salle des machines où le droit estonien s'applique, simplement. Donc c'est quelque chose d'assez disruptif. Moi je suis ingénieur en informatique et je suis architecte des systèmes d'information avec une certification américaine. Et je prends connaissance de ça il y a 1 an à peine, donc une gestation de ce processus-là en 1 an, et notre association French Road, qui a vocation de faire la même chose en France et en mieux, parce qu'en 4 ans, pour des calendriers politiques que vous comprendrez très bien, eh bien, on pense qu'on peut faire aussi bien, voire mieux, mais il faut le faire. Et demain matin, on s'y met ? On peut faire aussi, parce que là, on compare à l'Estonie, on l'a bien compris, c'est le champion du monde du tout digital, l'exemple à suivre. On parle d'un des plus petits pays d'Europe à 1,5 million d'habitants. On a 67 millions, en 4 ans, c'est réalisable ou pas ? Parce que ça paraît un peu utopique quand même, si je peux me permettre. Alors c'est utopique, je pense que le nombre de personnes ne rentre pas dans l'équation, puisque leur système est un système qui est ultra scalable, c'est-à-dire que vous avez un modèle qui est hyper simple, et ce modèle, vous ne rajoutez simplement un nombre de machines, qu'on appelle des nœuds de réseau, et ce modèle s'étend. Voilà. Donc c'est une technologie que nous en France et en Europe on maîtrise parfaitement, sauf qu'on ne l'a pas mis dans les 3 dimensions tall dont je parlais tout à l'heure, on ne l'a pas mis au service d'un sociétal, on l'a mis au service d'autre chose. D'accord ? Bon, en tout cas, l'intelligence artificielle, elle implique une mutation dans tous les secteurs d'activité. L'intelligence artificielle par rapport à ça, nous la X-Road, on n'a pas de prétention de faire de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de génial. On a juste la prétention de dire, si on fait l'analogie avec la maison et avec l'urbanisation, de dire on va assécher les marais, on va créer la dalle hyper sécurisée qui va bien, et sur cette dalle-là, on construira toutes les magnifiques cathédrales, piscines, maisons de l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faut une dalle. Et si vous ne construisez pas sur du roc, votre intelligence d'hier vous coûtera très cher et vous devrez la reconstruire après-demain. Donc il faut vraiment se baser sur du roc et c'est tout à fait possible. Je voudrais vraiment rester sur une note très positive, c'est qu'on parle de sociétal. On a des personnes politiques, merci monsieur le maire, je suis ravi de faire votre connaissance, on a des personnes politiques qui eux vont mener aussi ce combat-là pour apporter cette dimension sociétale. C'est une dimension qui est catégorique et qui est hyper importante. Bon, on a parlé des fondations, etc. On verra si le promoteur qui est présent avec nous est d'accord. Je voudrais donner la parole à Christopher. Aussi avoir votre définition de l'intelligence artificielle. Quand on pense intelligence artificielle, on se dit robot, recherche, et là c'est complètement votre domaine. Tout à fait, et même pour un expert en intelligence artificielle, définir l'intelligence artificielle, comme l'a souligné Médéric, c'est loin d'être évident, puisque l'intelligence artificielle, en fait, c'est quoi ? C'est un ensemble de domaines, comme la planification. Vous envoyez un robot sur Mars,
vous vous doutez bien que les temps de communication sont extrêmement longs et donc le robot doit se comporter de façon complètement autonome. Et pour ça, on a des technologies, des outils mathématiques qui vont permettre au robot en fait, de bien se comporter et réaliser sa mission. Donc ça, c'est un domaine qu'on appelle la planification, mais à savoir, l'intelligence artificielle, c'est plein d'autres domaines, comme le machine learning. Vous avez peut-être entendu parler du célèbre AlphaGo, l'algorithme qui a battu le meilleur joueur au jeu de Go. Donc le jeu de Go, c'est un jeu dans lequel, sur plateau, où vous placez des pions noirs et blancs. Et cette intelligence artificielle, jusqu'à maintenant, on était incapable de battre les meilleurs joueurs. Et donc, pour battre le meilleur joueur, on a mis en place des techniques comme le machine learning. La machine, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, va apprendre à jouer par elle-même à ce jeu-là, va faire des parties contre elle-même et va apprendre les meilleures stratégies. Donc ça, c'est le deuxième domaine de l'intelligence artificielle. Mais il y en a plein d'autres, comme un domaine dans lequel on va s'amuser à modéliser le raisonnement. Quel raisonnement on fait quand on représente la connaissance? Qu'est-ce que c'est le fait de savoir quelque chose, le fait de croire quelque chose, et quelles sont les implications logiques qu'on peut faire quand on raisonne sur quelqu'un, ce qu'il croit. Ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement formel. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres domaines, comme la fouille de données. Donc, on a parlé tout à l'heure de Facebook, des GAFAM, qui récoltent des données. Et l'exploitation des données, c'est ce qu'on appelle le data mining. C'est aussi des outils d'intelligence artificielle. Mais voilà, définir l'intelligence artificielle, c'est difficile. Et une définition donnée par le Larouche, c'est l'ensemble des théories, des techniques mises en œuvre pour simuler l'intelligence. Donc qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Moi, je vous le demande. C'est quelque chose de très vaste. Et donc, moi, en tant qu'expert en intelligence artificielle, je ne pourrais pas vous donner une autre définition qui, à mon sens, est assez bonne parce qu'elle est assez floue et on peut vraiment représenter, on peut un peu tout mettre dans l'intelligence artificielle. Ça peut faire peur quand même, parce que là, si j'ai bien suivi ce que vous me dites, effectivement, c'est des robots. L'intelligence artificielle, c'est reproduire le raisonnement humain. Notre place en tant qu'homme, elle est où là-dedans? Ça veut dire que finalement, l'intelligence artificielle, elle va nous dépasser? Alors tout à fait, ça peut faire peur de se dire que si on n'arrive pas à établir ces frontières dans l'intelligence artificielle, eh bien peut-être un jour, l'intelligence artificielle va dépasser toutes nos attentes et prendre le dessus sur l'être humain. C'est un peu le fantasme qu'on a tous aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est l'objectif de ma thèse, on essaie d'établir des outils mathématiques qui vont permettre de contrôler le comportement de ces intelligences artificielles. Par exemple, ma thèse porte sur la modélisation des manipulations dans les systèmes multi-agents. Bon, c'est un titre qui peut faire peur, parce qu'il y a beaucoup de termes à expliquer. Donc un agent, c'est quoi un agent? C'est une entité autonome, virtuelle ou physiquement réelle, qui est capable de prendre des décisions autonomes. Donc ça peut être un robot, donc le robot qui se déplace, qui interagit avec vous, mais ça peut être aussi un programme informatique. Votre téléphone, c'est de l'intelligence artificielle. Mais agent aussi caractérise les êtres humains. Donc multi-agent, c'est-à-dire que vous allez mettre un humain, un robot, un programme informatique, et tout ça va interagir ensemble. C'est ce qu'on appelle les systèmes multi-agents. Et moi, en fait, ma thèse, c'est construire une théorie mathématique qui va nous permettre qu'une machine puisse prouver lorsqu'un autre essaye de manipuler une autre personne, un autre agent. Bon, quand je parle de manipulation, j'entends bien l'intuition qu'on a tous derrière la manipulation, c'est-à-dire l'intention délibérée d'instrumentaliser quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. C'est intuitivement, lorsque quelqu'un manipule, on ne veut pas que l'autre personne sache qu'on est en train de le manipuler. Et donc, je suis en train d'établir une théorie mathématique qui permettrait à des IA de prouver lorsque d'autres robots manipulent. Et donc, c'est un modèle mathématique qui va nous permettre aussi de contrôler vraiment le fonctionnement de nos robots. On ne va jamais perdre la main parce qu'on aura des théories qui vont nous permettre de dire notre robot il fonctionne comme ça, je l'ai prouvé mathématiquement, on ne va pas perdre la main sur notre robot et on n'aura jamais, je pense, de robot à la Terminator qui va prendre le dessus sur l'être humain. Et, du moins, on s'en donne les outils nécessaires. Donc finalement, est-ce qu'on peut faire quand même confiance aux machines? Parce que là, vous le dites, c'est pas infaillible. Alors tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, pour évaluer la confiance qu'on a dans une machine, dans un agent, il y a tout ce qu'on appelle les systèmes de réputation. Vous connaissez tous le système d'achat, de vente d'Amazon. Vous évaluez la qualité d'un produit
c'est un système de réputation. On évalue la confiance à travers la confiance que les autres agents du système accordent à tel produit. Mais il faut savoir que cette confiance-là, on peut très bien l'utiliser pas que pour des produits, mais pour un service qu'une personne va rendre à une autre personne. Notamment, vous pouvez peut-être connaître les réseaux peer-to-peer. Donc on a des serveurs, on a besoin de télécharger un film, de la musique, eh bien on va... Même payant. C'est payant. Eh bien, il y a un système de réputation, c'est-à-dire que dans ce système, il peut y avoir des agents malhonnêtes, des serveurs dans lesquels peut-être ils veulent diffuser un virus. Et donc du coup, évaluer la confiance, c'est utiliser un système de réputation. Ça a quand même ses limites, le système de réputation, de tout se juger en un clic. En effet, ça a ses limites, notamment on a pu catégoriser des grandes manipulations dans ces systèmes de manipulation. Je pourrais prendre l'exemple de la Chine qui est en train de mettre un système de réputation qui va permettre d'évaluer en fait les bons citoyens chinois avec des notations. Et ben, si vous ne voulez pas ce genre de système, il y a une manipulation très simple dans ce genre de système. Vous faites une coalition, vous dites, bah voilà, tous les gens de cette coalition, on se donne la note maximale. Les gens qui ne respectent pas cette note-là, on les diffame, c'est-à-dire ils ne font pas partie de la coalition, on leur donne des mauvaises notes. Ce qui fait que tous les gens en fait de cette société chinoise, s'ils voulaient vraiment manipuler ce genre de système, se donneraient que des bonnes notes. Ils s'instaureraient cette norme. Et donc ça rendrait complètement caduque ce genre de système. C'est une manipulation très simple. Ça paraît folle quand même. Ça veut dire, j'ai une application, je trouve que vous avez peut-être assez souriant, je clique et... Ça fait penser d'ailleurs à un épisode de Black Mirror, dans lequel tout le monde se donne des bonnes notes, et en fait ça fait sortir un comportement, c'est l'hypocrisie des êtres humains. Et je pense que notre société doit faire attention et ne pas aller dans cette direction-là. Parce que la peur vient aussi du fait de la perte de contrôle. On est entre humains et on a l'habitude, depuis le début qu'on est là, depuis que l'humain est apparu, quand on rencontre quelqu'un, on le sent ou on le sent pas, quoi. Même si on a tort, on s'en fout, c'est pas grave, on a l'habitude d'avoir tort, et puis c'est l'instinct. On se fera avoir, et puis il y a l'instinct et tout ça. Alors que là, en fait, avec un robot, on peut pas le sentir ou pas le sentir, c'est juste un robot, et c'est pas grave. Et du coup, on perd le contrôle. Et il y a aussi un autre biais, c'est que pour ceux qui font de l'intelligence artificielle, on sait où on en est. On sait ce que c'est qu'un MDP ou qu'un système formel ou je sais pas quoi, ou un réseau bayésien, mais on sait quelles sont ses limites. Par contre, dans l'inconscient du lambda qui a jamais fait d'IA, et il y en a plus que de gens qui ont fait de l'IA, il y a plus de non-pratiquants que de pratiquants, dans l'inconscient collectif, justement, l'intelligence artificielle, c'est la création d'une conscience artificielle. Et là, on en est vraiment très très loin. C'est même pas encore dans les tuyaux. Après, faut se méfier de ça parce que AlphaGo a appris à partir d'enregistrements de parties précédentes de Go, à partir des joueurs, des maîtres de Go, il a appris à jouer. AlphaGo 0, il a carrément créé des stratégies. Et là, on est arrivé à un niveau méta, au-dessus, le niveau d'abstraction supérieur de tout ça, où il a appris à apprendre tout seul. Et il a créé du coup de nouvelles stratégies qu'aucun maître n'avait déjà utilisées. Et donc là, on est vraiment passé dans une autre dimension. Ça aussi fait un gros buzz. En tout cas, là je m'adresse à vous tous, vous comprenez quand même que l'intelligence artificielle, elle soulève autant de peur qu'elle n'offre de perspective finalement. C'est souvent le cas dans les situations de méconnaissance. À partir du moment où on méconnaît des événements, des éléments, nécessairement on a un réflexe humain de peur. D'où l'importance, et alors je parle un petit peu plus de mon domaine, de former, d'expliquer, de faire comprendre, d'anticiper aussi ce qui va pouvoir se passer, de manière à, comme dans toute gestion du changement, pouvoir accompagner le changement, de manière à dissocier un petit peu ce que l'intelligence artificielle est capable de faire et la part qui revient à l'homme derrière. On parlait de Facebook tout à l'heure. Est-ce que les données qu'on offre gracieusement à Facebook, c'est cadeau, Médéric le rappelait très bien d'ailleurs, ils savent tout de nous, est-ce qu'elles vont servir à l'intelligence artificielle ? Tout à fait, et c'est déjà actuellement le cas. Elles sont utilisées pour l'intelligence artificielle. Elles sont utilisées... Quelles sont les applications ? Eh bien, quand on vous suggère d'acheter, je sais pas, les slips français, vous avez eu un comportement susceptible d'être intéressé par tel produit. Ou encore les musiques ou les films que vous êtes susceptible de regarder, eh bien, on le sait, on peut le prédire parce que vous avez un profil typique que Facebook a pu apprendre sur cette énorme base de données. Et donc,
L'application de l'intelligence artificielle, elle peut être à différents niveaux, de la recommandation de produits, mais aussi pour des études sociologiques. C'est-à-dire... Je dirais que le profil de Facebook, d'ailleurs, il est dynamique, puisque vous avez votre profil qui continue toujours à vivre. Et si à un moment donné de votre vie, vous êtes en burn-out, ou vous broyez du noir, soit par les likes que vous faites sur des sites un peu bizarres, soit par les réactions que vous avez, eh bien Facebook va pouvoir inférer, c'est le terme, Oui, tout à va fait. pouvoir inférer en fait sur cet ensemble de données captées en temps réel pour vous vendre un produit miracle qui rend le sourire. C'est magnifique. Alors, à propos Je d'inférence, suis ironique, hein, on est d'accord. Hein. à propos d'inférence, on a même découvert qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais eu de compte Facebook, qui avaient un profil sur Facebook. C'est-à-dire que le Facebook est capable, si par exemple Christopher est ami avec moi sur Facebook, c'est-à-dire qu'on n'est pas amis, hein, on se connaît pas, mais c'est-à-dire sur Facebook. Donc il m'invite sur Facebook. Moi je n'ai pas de compte. Facebook peut créer un artefact Médéric et dire qu'il connaît Christopher. Et du coup, si d'autres personnes m'appellent, m'invitent et que je ne réponds toujours pas à l'invitation, mon artefact, lui, va grossir et il va savoir que je connais des ingénieurs, des chercheurs en intelligence artificielle, que je connais ma voisine qui est serveuse chez Courtepaille et ainsi de suite, et donc que j'appartiens à telle catégorie socio-professionnelle. Et alors là, c'est open bar parce que là, à partir du moment où on commence à avoir un tout petit peu de données, on peut inférer des données, on peut mettre des probabilités sur d'autres données, parce que la plupart des gens qui sont dans tel profil ont des chances d'aimer ce type de voiture, et là je peux vendre de la publicité à Médéric, alors que je n'ai jamais eu dans mes bases de données. Et là, la question de la gestion des identités... En fait, entendons-nous bien, hein, le fait qu'il y ait un système intelligent, et on parle d'IA, infère des choses pour vous proposer un médicament miracle ou la plus belle voiture que vous avez jamais rêvé, c'est pas grave en soi. Mais si maintenant ce système-là tombe dans de mauvaises mains, ça peut tout d'un coup, ça peut vraiment devenir très sérieux. Donc c'est de ça dont on parle, et c'est pour ça que l'IA doit être vraiment contrôlée, non pas parce qu'il fait peur, mais simplement pour ne pas qu'il fasse peur. Enfin, pour ça, il faut contrôler les données, etc. À un moment donné, vous me dites qu'elles sont parfaitement sécurisées. Je crois que sur votre bonne parole. Hein. Bah alors, ça c'est vraiment la bonne question. On ne se connaît pas beaucoup, Emmanuel, mais archi, je vous crois. Vous me dites que tout est en sécurité. Mais parce que j'ai ce pouvoir. Mais en fait, la technologie de la confiance, c'est quelque chose de très important qui est basé sur quelque chose qu'on connaît depuis les années 60. C'est les réseaux distribués. Les réseaux distribués qui sont à l'initiative de quelque chose qui nous est apparu en 2008 qui s'appelle le blockchain. Et le blockchain, c'est l'art et la manière de notarifier en fait une information sans que l'humain puisse intervenir dans cette notarification. Ça veut dire que ça injecte de la confiance dans le système parce que le système va devenir indélébile. Le système devient indélébile. Je m'explique. Si nous échangeons en peer-to-peer, comme le disait tout à l'heure Christopher, on échange en peer-to-peer, premièrement, l'échange est crypté. Donc l'État, n'importe qui ne peut pas savoir ce qui est échangé entre moi et toi. Deuxièmement, comme il y a cet échange-là, tu peux faire partie de la police, tu peux faire partie de la santé, tu peux faire partie de tout un ensemble institutionnel, et à un moment donné, je peux m'interroger, mais pourquoi est-ce que tu es venu voir mes données? Et comment je le sais? Je le sais parce que ça a été notarifié quelque part dans ma blockchain, dans ce qu'on appelle un distributed ledger technology, qui est vraiment la façon d'implémenter, de programmer de la confiance. La confiance, c'est pas un vain mot. La confiance, c'est le thème principal. Avec la confiance et avec l'éducation, avec ce qu'on appelle la cyberhygiène, ce sont les deux thèmes principaux préférés de la présidente de l'Estonie. La présidente de l'Estonie ne parle que de ça à longueur de journée parce que tout le système estonien à forte valeur ajoutée, création de valeur, est basé sur la confiance. Et elle est implémentée par une technologie de type blockchain qui, au passage, n'est pas tout à fait du minage de monnaie, c'est pas de la crypto-monnaie, c'est l'équivalent, si vous voulez, ce que l'ancien président estonien qui s'appelait Toomas Ilves, qui a mis en place cette Digital Society, appelle ça l'écharpe digitale, parce que tout point tricoté qui correspond à une information dépend du point précédent qui lui-même dépend récursivement du premier point, etc., etc. Donc si vous découpez cette écharpe parce que
il y a de l'information que vous vouliez dissimuler, ça se voit. Et si vous rafistolez tout ça, ça se voit encore plus. Rappelons-nous simplement que dans cette Digital Nation, l'Estonie est le pays le moins corrompu du monde. Tout ça est très très lié, tout ça est lié à la confiance, et la confiance, c'est pas du béni oui-oui. C'est simplement, vous prenez votre responsabilité sur votre identité. Et donc, vous faites attention à ce que vous faites. Et puis on notera la place des femmes en Estonie aussi, au passage. Oui, ben bien sûr, la place des femmes. Mais qui est importante professionnellement, qui ont des carrières... En France, les executive women sont de l'ordre de 8%. C'est grave. On n'est pas dans une société très équilibrée. En Estonie, les femmes, j'allais appeler ça les digital women, non mais parce que c'était le jour de la digitalisation de la femme. C'est aujourd'hui. Les executive women en Estonie sont 47%. Enfin, c'est normal quoi. Enfin, c'est juste normal en fait. Voilà. Enfin, après, c'est peut-être pas à mettre sur la blockchain, c'est peut-être aussi parce que l'Europe du Nord est traditionnellement plus matriarcale aussi. Sans doute. Et alors, dans la langue estonienne, il n'y a pas de genre. Le masculin et le féminin n'existent pas. Bon, en tout cas, cette révolution digitale, intelligence artificielle, on ne va pas pouvoir y échapper. On le disait, il y a une mutation qui va s'opérer dans tous les secteurs d'activité. Du coup, Malek Rezvi, c'est vers vous que je me tourne. Je le disais, promoteur immobilier chez CDLK Europrom et porteur du projet Domi. Domi, c'est une petite révolution dans le monde de l'habitation, parce que c'est le petit génie de nos chez nous, finalement. Ok, bah absolument, on aurait pu imaginer que je me suis perdu et que je suis arrivé ici un peu par hasard, parce qu'un promoteur immobilier, pour parler d'intelligence artificielle, ça fait un peu à décaler, mais pas autant que ça. D'abord, merci de m'avoir invité, merci d'organiser cet événement. Je suis ravi de voir que la salle est remplie, et ça montre à quel point l'intelligence artificielle interpelle et fait poser des questions. Et en plus, je suis moi-même aussi content d'avoir appris des choses qu'un État pouvait se gérer à travers une application, un téléphone. Je n'ose pas imaginer les économies que cela peut générer. Mais là, je suis réducteur, c'est volontaire. Emmanuel, ne m'en veux pas. 2 points de PIB. En France, c'est 50 milliards. 2 points de PIB. Bien, en fait, oui. En fait, je suis ici pour partager avec vous l'expérience que mon groupe a vécue. Et je ne suis pas un garçon qui est issu de la tech. Donc, j'utiliserai mes propres mots. Que ceux qui sont docteurs, ingénieurs m'excusent des termes vulgaires que je vais utiliser, Christopher. Mais voilà, moi je suis plutôt un opérationnel, je suis un praticien, je suis un industriel. Donc on a, comme vous l'avez compris, je représente un groupe de promotion immobilière. Et en 2014, je me suis dit, mais comment vais-je pouvoir digitaliser mon activité? Comment vais-je pouvoir faire en sorte que mon métier se transforme? J'entendais parler beaucoup de digitalisation, mais après, comment le transposer dans mon entreprise, qui est un métier assez ancien, où les choses sont très rigides. Et là, je me suis posé des questions sur l'usage, à savoir, quel sera demain l'usage de mon appartement? Qu'attendent les gens? Et j'ai découvert en discutant avec eux, alors au début beaucoup avec les personnes retraitées qui habitent dans le centre-ville, que finalement, ils ne se contentaient plus d'avoir 4 murs et un robinet d'eau, mais qu'ils attendaient du service à domicile. Ils attendaient des réponses à un certain nombre de demandes auxquelles nous ne nous satisfaisions plus. Et à partir de là, j'ai souhaité créer une équipe, un peu front crash, ingénieur, sociologue, et autour de cette équipe-là, je leur ai dit, voilà, faites en sorte de rendre mon habitat intelligent. Alors la première réaction assez réductrice, ah oui, vous voulez qu'on commande les volets roulants électriques? Non, c'est pas de la domotique que je vous demande, c'est un peu plus que de la domotique. Certes, ça fait partie du package, mais ça suffit pas. Et je leur ai demandé de me développer un système qui permet de bien connaître la personne qui habite dans son logement et, la connaissant bien, de pouvoir interagir avec elle. À tous les niveaux, sur le plan de la santé, sur le plan des commodités, pouvoir commander aussi des prestations extérieures, et un système qui me connaît tellement bien qu'il peut anticiper mes besoins. Il pense à ma place. Je dis pas qu'il pense à ma place. C'est que, en fait, me connaissant, il connaît mes habitudes de vie. Et si mes habitudes de vie changent, il peut aussi m'alerter sur un phénomène que je n'ai pas détecté moi-même. Une personne âgée, je prends l'exemple de l'âgé, sachant qu'une personne âgée, mais ce n'est pas réducteur une personne âgée, mon système, il est très ouvert. Mais une personne âgée qui est en dénutrition, personne ne l'aperçoit. Une personne qui va moins boire, personne ne s'en aperçoit. Or, le système a cette connaissance. Il sait que Madame Michu, en général, elle va 10 ou 15 fois ouvrir et fermer son frigo.
Sauf que ça fait une semaine qu'elle l'ouvre que 2-3 fois par jour. Et là, le système doit pouvoir alerter la personne qui a été identifiée par l'occupant en disant c'est mon référent. Alors ça peut être un voisin, ça peut être le concierge, ça peut être un membre Oui, de la si ma famille. maman, par exemple, on va prendre un exemple précis, je suis informée sur mon smartphone. Voilà, si votre maman a décidé que c'est vous, Nathalie, qui devez être informée. Et donc, à partir de là, en donnant ce cahier des charges à mon équipe, ils m'ont dit, ah ouais, donc Malek, si tu veux ça, ouais, donc le système, il est auto-apprenant. Ah oui, alors c'est du machine learning. Machine learning. Ah, c'est quoi ce truc-là? Donc, ils m'expliquent. Ah, mais après, attention, il faut mettre aussi du deep learning. Ah ouais, d'accord, très bien. Et en fait, petit à petit, en 2014, fin 2014, début 2015, j'ai commencé personnellement à m'intéresser à ce qu'était l'intelligence artificielle, étant précisé que notre système, on est à l'amorce de l'intelligence artificielle, on est très 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 loin de ce que peuvent développer des gros industriels. Je suis très modeste dans ma démarche parce que le champ est énorme, et Christopher et Emmanuel l'ont dit tout à l'heure. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser, donc je me suis documenté sur quels étaient les fondateurs de l'intelligence artificielle, et les différents ouvrages qui ont pu paraître au fil de ces décennies. Et j'ai aussi découvert un peu par hasard qu'en France, il y avait une université à Paris, qui est l'université Paris 6, Pierre et Marie Curie, dans lequel il y avait un laboratoire, on peut appeler ça un laboratoire? Oui. Ouais, voilà, avec des pontes comme Jean-Gabriel Ganassia, qui forment des ingénieurs, des docteurs. J'ai découvert également que des grands groupes mondiaux avaient investi dans des équipes extrêmement performantes. Et un exemple qui m'a frappé, parce que j'ai rencontré les gens de chez IBM, qui développent une technologie qui s'appelle Watson. Et Watson a pour ambition, dans un délai extrêmement court, de pouvoir vous donner un diagnostic médical mineur sur une pathologie grippe, je ne sais pas trop, maladie, maux de tête, je ne sais trop quoi, parce qu'ils ont développé ce système en mettant l'intelligence artificielle et en collectant un certain nombre de données de praticiens. Et demain, je me suis rendu compte que on n'aura peut-être pas besoin d'aller voir notre médecin pour des petits mots, et que cette technologie-là nous permettra d'être plus rapide, surtout quand on est dans des déserts médicaux, d'avoir une réponse immédiate. Et finalement, j'ai découvert que, et d'ailleurs mon système, il se veut être comme ça, il se veut être un ami du résident. C'est pas un ennemi, c'est un ami. C'est le génie, il est bienveillant, il fait attention à vous. Et que un certain nombre de grands groupes aujourd'hui travaillaient sur le déploiement de cette technologie. Et au fil des mois et de mes connaissances, j'apprends que Facebook ouvre un laboratoire, pas à Seattle, pas à San Francisco. Son premier laboratoire Facebook a été ouvert, c'est à Paris. Et qui il a débauché pour présider ou pour diriger ce laboratoire? C'est Yann Lequin. Et oui. Un Français. D'où venait ce Français-là? D'après vous? Paris 6. Et donc, en France, nous avons un potentiel exceptionnel de chercheurs, de développeurs, et je pense que les industriels, dont je fais partie, n'ont pas compris qu'il y avait un enjeu, à mes yeux, national, pour ne pas dire international, de collaborer avec le monde de la recherche pour faire en sorte que cette intelligence artificielle, qui reste pour certains fondamentale, puisse devenir de l'intelligence artificielle appliquée. Car nous ne ferons plus de marche arrière. Tous les métiers, je dis bien tous les métiers, le tourisme, les systèmes bancaires, la santé, le bâtiment, l'enseignement, monsieur, tous les métiers intégreront de l'intelligence artificielle. Certains disent dans un long terme, moi je n'y crois pas. Ça va bien plus vite qu'on l'imagine. Je pense à un court, moyen terme. Et, comme moi, un industriel que je suis, je veux embaucher, je trouve personne. Voilà. Du coup, juste si je suis votre raisonnement, est-ce qu'on peut quand même pas avoir la crainte que ça lamine un certain nombre de professions? Alors, je ne sais pas si c'est à moi de répondre à cette question-là, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Voyons. Moi, vous savez,
Vous avez l'air tellement convaincu. Ouais, non, je suis convaincu. Vous avez bien compris que j'ai bien convaincu. Oui, je suis convaincu. Non, je pense que des nouveaux métiers vont naître. Voilà, on va faire naître des nouveaux métiers. Et ces métiers-là, et ce seront il faut des formations. C'est-à-dire qu'il faut former nos jeunes. Ça, effectivement, on va en parler. Il faut former nos jeunes. Et je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, notre système éducatif n'a pas encore pris la mesure de ce quoi va être confrontée notre société. Je vous ai laissé tous parler tout à l'heure sur l'intelligence artificielle est-elle dangereuse pour l'humanité et toute la clique. Bon, moi je veux faut passer ce cap-là. En France, c'est le pays des philosophes. Bon, sauf qu'à trop philosopher, on n'avance pas. C'est comme un permis de conduire. Si vous mettez quelqu'un qui ne sait pas conduire dans une bagnole, il va être dangereux. Mais si par contre vous prenez le temps de former quelqu'un à conduire et que vous le mettez dans une voiture, a priori il est un peu moins dangereux. Et c'est là que nos gouvernements doivent investir, c'est commencer à former nos jeunes aux métiers de demain qui intégreront tous l'intelligence artificielle. Alors il y a les chercheurs, non mais c'est très bien, il en faut. Mais moi ce dont je parle, excuse-moi Christopher, c'est que moi demain je veux un plombier qui sache brancher un tuyau avec des capteurs. Parce que l'intelligence artificielle, l'a dit Emmanuel, c'est d'abord capter un certain nombre d'informations pour pouvoir la traiter et interagir. Mais si mon plombier, il ne sait pas poser d'un tuyau avec des capteurs, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et donc, je compte sur madame, enseignante, et je compte aussi sur notre région. Bien sûr. Pour prendre, je serais fier que la région Normandie puisse dire, on a le grec, on a des gens ici, et ben créons cet établissement exceptionnel, unique en France, en Europe et au monde, où on puisse former des gens. Voilà. En tout cas, sachez que je serai le premier employeur intéressé par recruter. Et en tout cas, non mais c'est vachement important parce que voilà, je sais que la philosophie, l'éthique, c'est extrêmement important. Et vous avez raison. D'ailleurs, on y travaille sur les dilemmes du trouvé, avec Jean-Gabriel Ganasca notamment, sur la modélisation. Quand une voiture, elle a la décision entre tuer la personne à l'intérieur et tuer 5 personnes qui sont en train de traverser la route. Quelle est selon vous la décision la plus juste et quelle décision cette voiture doit prendre en fait? Et donc, à l'heure actuelle, on a beaucoup réfléchi, philosophé sur cette question, qu'est-ce que l'éthique, qu'est-ce que la morale, comment une machine peut-elle prendre la décision la plus juste et éthique, et comment le faire avec des modèles mathématiques, comment représenter cette chose qui est aussi abstraite pour l'être humain. Comment on peut s'imaginer qu'une machine puisse raisonner de façon plus juste et éthique? Et donc, c'est ces questions philosophiques qu'on a besoin de se poser à l'heure actuelle. Et ça, c'est le raisonnement. Et qu'on se pose. C'est des thématiques de recherche sur lesquelles on a travaillé. L'éthique, c'est une question qui se pose ex post, et ensuite ex ante se posera la question de la responsabilité. Si c'est le codeur, le propriétaire ou le juriste qui est responsable de la mort de cette brave dame. Mais a priori, on est plutôt parti sur le concepteur en fait. C'est le concepteur de la machine, donc l'utilisateur. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Mais c'est une très bonne question. Je rebondis sur ce que Manak Arasvi disait. Non, c'est l'occasion de donner la parole à Laurence. Je disais tout à l'heure qu'un enseignant-chercheur à l'EM Normandie en marketing, parce que ça c'est une vraie grande question. Je sais qu'elle vous intéresse tous ici autour de la table. On en a d'ailleurs discuté un peu avant de démarrer. C'est comment l'école, je le disais en préambule, devrait s'adapter à l'intelligence artificielle. Ça, c'est une vraie question. Oui. Alors moi, mon intervention va être plus sous forme de questions que de réponses. En même temps, c'est un peu le propre des chercheurs, de poser beaucoup de questions, d'avoir très peu de réponses. Donc effectivement, on comprend bien l'enjeu sociétal, l'enjeu pour les organisations, l'enjeu à titre individuel du développement de l'IA. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu disais, Emmanuel, il faut être capable d'anticiper, il faut être capable d'accompagner le changement et il faut être capable de former. Mais comment? Parce que, alors moi je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle, mais j'ai la chance dans mon organisation de pouvoir tester énormément de choses dans ma pédagogie sur la digitalisation notamment. Et donc, la digitalisation dans les enseignements, la première question, alors déjà c'est sur l'évolution moi de mon propre métier. Ça permettre de donner en tout cas ma réponse à une question qui se pose, est-ce que ça fait disparaître des métiers? De mon point de vue, en tout cas de mon expérience, pas du tout. Simplement, moi je vais avoir une digitalisation
au service de ma pédagogie. Là, effectivement, se pose clairement la question du rôle du professeur. Oui, alors après, ce qu'on c'est disait, pour moi, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer notre intelligence. On n'est pas sur une question d'intelligence qui est finalement un muscle qu'on doit travailler, qui doit s'entraîner. Pour moi, l'intelligence artificielle, ça va être sur une évolution des compétences. Donc les compétences ne vont plus être les mêmes. Si je prends mon exemple dans mon enseignement, aujourd'hui, j'ai aucun problème à déléguer toute une partie de mon travail qui est la théorie pure de ce que j'enseigne, aujourd'hui à des supports numériques et demain à un robot. Ça ne me pose aucun problème parce que ma valeur ajoutée, moi, elle n'est pas là. Ma compétence d'enseignante, elle n'est pas dans le fait, et je le dis souvent à mes étudiants, elle n'est pas dans le fait d'être capable de construire un super support PowerPoint que les étudiants vont pouvoir trouver en 10 fois mieux sur Internet en 2 clics. Ma valeur ajoutée, elle est de m'assurer que l'étudiant, il est capable d'aller rechercher ce contenu théorique, mais qu'à partir de ce contenu théorique, il l'a compris, il est capable de l'utiliser à des fins de prise de décision, il est capable de le mettre en pratique et à la fin, il est opérationnel. Donc vous êtes plus là pour des mises en situation. Exactement, absolument. Je fais plus du tout, moi de face à face théorique, j'ai vraiment le sentiment que, en tant qu'enseignante, mes compétences, ma valeur ajoutée, c'est pas ça. Donc ça, voilà, c'est sur la transformation du métier d'enseignant de mon point de vue. Donc ça, c'est une première chose. Mais de ce point de vue-là, ma question, elle est aussi de dire, aujourd'hui, on parle d'implémentation d'intelligence artificielle, et notamment dans les établissements scolaires, mais on est aussi dans un contexte où la simple digitalisation des enseignements peut poser question. C'est-à-dire que finalement, on rencontre, ce qu'on rencontre également avec l'IA, une très très forte résistance au changement. Et c'est assez surprenant d'ailleurs. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que ce n'est pas de la part des enseignants nécessairement, c'est de la part des étudiants, des élèves. Mais ce n'est pas véritablement surprenant parce que selon moi, que la digitalisation ou l'intelligence artificielle, ça reste pour moi uniquement des moyens d'acquisition de compétences. Et aujourd'hui, finalement, c'est presque l'école dans son ensemble et beaucoup plus tôt qu'il faudrait modifier, parce que moi je m'adresse aujourd'hui à des étudiants qui sont en post-bac et qui vont manifester cette forme de résistance au changement parce qu'ils ont été formatés, parce que depuis l'école maternelle presque, ils sont formatés à un enseignement qui est exclusivement descendant et dans lequel ils sont passifs. Et donc quand on arrive en post-bac, on leur dit maintenant on change tout. Maintenant, on va vous impliquer dans les décisions, vous allez devoir faire du collaboratif, vous allez devoir faire tout ça, et pour ça, on va utiliser des outils numériques, et bien ça bloque. Mais c'est vrai que ça paraît fou, parce qu'il n'y a pas que l'Estonie, mais effectivement, l'Estonie, on se dit à 7 ans, ils savent ce que c'est qu'une programmation informatique. En fait, ils apprennent ça comme on apprendrait une langue étrangère chez nous. C'est vraiment ce qu'il faudrait mettre en place. Bah oui, et en tout cas repenser l'enseignement dans sa globalité, vraiment sortir du schéma descendant dans la pédagogie et surtout de l'étudiant, de l'apprenant passif. Parce que véritablement le vrai problème il est là. Après la numérisation, la digitalisation ou l'intelligence artificielle, ce sont des outils au service de la pédagogie selon moi. Donc voilà, l'objectif d'un point de vue pédagogique, ce serait déjà une révolution au départ, avant de réfléchir à implémenter de l'intelligence artificielle purement dans les enseignements. Je pense que ce serait magnifique, mais je te rejoins sur on est dans l'ère pré-numérique, malheureusement on n'en est pas là. C'est vrai qu'en nation digitale, la cyberhygiène devient une matière à part entière dès l'âge de 11 ans. Et dès l'âge de 11 ans, dans ces sociétés digitales, on apprend à programmer, parce que c'est quand même très important de savoir un peu qu'est-ce que c'est qu'une boucle et une condition. On apprend aussi à se faire des amis, mais tout en évitant les comportements inappropriés. Se faire un ami avec un écran interposé, c'est pas tout à fait la même chose que de se faire un ami dans la vraie vie, mais ça a aussi un intérêt. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Et donc cet apprentissage des comportements inappropriés s'apprend aussi dès le plus jeune âge, et c'est important. On apprend aussi à déjouer les virus, les chevaux de Troie, des choses comme ça. Ça fait partie aussi de l'éducation. Ouais. Alors, après, encore une fois, moi j'ai vraiment la chance de travailler dans un environnement qui me laisse vraiment la possibilité d'expérimenter plein de choses. Et notamment, on est en train de développer des serious games qui sont, on le sait, finalement très 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 intéressants en termes d'acquisition de compétences, parce qu'on acquiert des compétences, mais en douceur, on se fait pas mal. Et le problème, c'est que les étudiants ont besoin d'avoir mal. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas mal, ils n'ont pas le sentiment d'apprendre. C'est-à-dire qu'ils préfèrent s'arracher les cheveux sur un cours de stats plutôt que d'acquérir des compétences tout en douceur, qui passent toutes seules, où j'ai le sentiment de se dire j'ai rien appris. Mais si avec parce que j'ai pas eu mal. Si avec le jeu, il y a peut-être la carotte. La carotte de l'évaluation. La carotte du ouais, j'ai gagné. Alors c'est ce qu'on espère.
On espère en tout cas que via le jeu, via le Serious Game, on va lancer une espèce de dynamique de compétition entre les étudiants. Ce qu'on voit dans des trucs beaucoup plus classiques que sont les jeux d'entreprise, où là finalement ça a un côté très ludique, mais il y a cette logique de compétition qui se met en route et qui fait que les étudiants acquièrent réellement des connaissances et des compétences. Mais aujourd'hui, on a cette expérience qui est de dire finalement j'ai beaucoup plus appris dans le cours de stats parce que ça m'a fait bien mal à la tête que ce Serious Game qui finalement n'est pas très sérieux. Voilà. C'est bon, c'est un peu un gadget, c'est un peu, voilà, tout ça. Donc alors après, c'est aussi une question qu'on doit se poser, nous, en tant qu'enseignants, de remise en question, parce qu'on a aussi cette dynamique de devoir accompagner nos étudiants dans cette évolution pédagogique. Donc c'est tout un tas de questions et d'enjeux, évidemment, dans le métier d'enseignant, et en tout cas dans notre manière d'apprendre. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'enseignants, aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne à apprendre. Je vais avoir deux questions presque en une, mais à laquelle j'aimerais avoir tous votre point de vue. On a quand même le sentiment, en vous écoutant, qu'il y a quand même une faiblesse dans le système éducatif aujourd'hui. Et surtout, qu'est-ce qu'on doit craindre si ce système-là n'évolue pas ? Alors, donc c'est le deuxième point de mon intervention. Et de ce fait-là, qu'est-ce qu'on doit enseigner à nos étudiants ? Parce que si l'intelligence artificielle et le développement qu'elle est en train de connaître doit nécessairement être accompagné par des hommes. Et donc, si on ne le fait pas, quels sont les risques ? Les risques d'un mauvais accompagnement du changement, c'est finalement que le changement se retourne contre nous. Et là, on est un petit peu dans cette logique-là, je pense, où voilà, si on n'apprend pas bien à conduire, on sera un mauvais conducteur et donc toutes nos voitures vont aller dans le mur. Ce qui sera pire que si on n'avait jamais eu de voiture. Après, je pense qu'une direction, c'est de nous rendre complémentaires à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous prenez un médecin, un avocat, une intelligence artificielle peut tout à fait prendre des décisions qui sont voire... Là, il y a eu de récentes recherches qui ont comparé une intelligence artificielle et les résultats de beaucoup de médecins. Il s'avère que l'intelligence artificielle est même meilleure que les médecins. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on forme davantage nos médecins, les physiciens, les biologistes à l'intelligence artificielle. Mais en réalité, c'est déjà ce qui se fait. Moi, j'ai un ami qui est biologiste, il va utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour analyser le comportement des moutons, par exemple. Complètement. J'ai des amis qui font une thèse en physique nucléaire. Ils vont encore utiliser des outils d'intelligence artificielle pour traiter les données qu'ils ont pu obtenir lorsqu'ils ont fait leurs expériences. Et donc l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'outils qui sont à disposition de toutes les autres disciplines. Et actuellement, on les utilise. Les avocats peuvent tout à fait... par exemple, moi, ma spécialité, c'est les logiques modales. C'est comment on modélise, comment on représente le raisonnement. Et donc, parmi ces outils-là, on peut raisonner sur la loi, sur ce qui est obligatoire, ce qui est interdit de faire. Et donc, une machine peut tout à fait le faire. Mais l'avocat peut utiliser une machine pour l'aider dans sa prise de décision. Exactement, c'est pour ça que des outils d'aide à la décision. Mais justement, d'un point de vue opérationnel et du point de vue des entreprises, quels sont les besoins des entreprises aujourd'hui ? Parce que nécessairement, nous, nos futurs managers, parce que je suis dans une école de management, on les forme à la prise de décision. Mais de quels outils vont avoir besoin demain ? Et quels vont être les métiers de demain ? Alors moi, je ne crois pas qu'on soit dans la disparition des métiers. Je crois qu'on est plutôt dans une logique un peu schumpeterienne de destruction créatrice où soit certains métiers vont disparaître, mais de nouveaux vont apparaître. Et donc de nouvelles compétences. Je me fais l'avocat du diable, mais en vous écoutant, on se dit ça veut dire qu'aujourd'hui, on forme nos enfants à des métiers qui ne seront plus compétitifs dans 15 ans. Mais je pense qu'on a toujours fait. Et donc, comptable, c'est ce qu'on fait tous les jours. Je me dis... Oui, mais en même temps, voilà, j'ai été formée sur un métier d'enseignement qui n'est pas du tout celui sur lequel j'ai été formée aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on m'a appris à faire. Et quelque part, là encore, c'est mon interprétation de la formation que j'ai pu avoir. Et pour le coup, l'intelligence artificielle, on reste dans cette logique de j'ai un outil à ma disposition, mais derrière, c'est mon utilisation, mon interprétation et ma prise de décision. Par contre, les vraies questions qui se posent du point de vue de la formation, c'est ces métiers qui n'existent pas, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on forme nos étudiants en métier de demain. Alors, quels sont les besoins des entreprises ? Vous rejoignez le propos de Marie tout à l'heure. Absolument, complètement. Aujourd'hui, quels vont être les besoins des entreprises quand nos étudiants seront opérationnels ? Parce qu'aujourd'hui, on les forme peut-être à des outils qui ne seront pas du tout les mêmes que demain. On les forme à des compétences qui ne seront pas forcément les compétences qu'on attendra de demain. Et donc, moi, je vous disais, j'ai plein de questions. Comment on fait ? Comment est-ce qu'on transforme nos enseignements ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? De quoi ont besoin nos étudiants ? Comment est-ce que les métiers vont évoluer véritablement ?
Voilà, Justement là-dessus, vous travaillez en direct avec les chefs d'entreprise. Malek Alors oui. Resgui est capable aujourd'hui d'évoquer ces problématiques et de dire ce dont il a besoin. Alors, aujourd'hui, on travaille un petit peu avec les chefs d'entreprise, mais de quoi elles vont avoir besoin dans quelques années, ça reste même flou pour les entreprises. Les entreprises ne connaissent pas nécessairement leurs besoins de demain. C'est ce qui rend encore plus compliqué les choses. Mais moi, je pense en fait que ce que vous faites, Hélène, à l'école, c'est que vous apprenez à vos étudiants à apprendre. Vous les apprenez à apprendre. C'est probablement un premier principe. Le deuxième principe, c'est de se dire, je m'accapare un certain nombre d'outils dont la combinaison créera les métiers de demain, les usages qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. En réalité, je crois qu'on les apprend à travailler sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et la meilleure façon de l'anticiper, c'est probablement de passer par la notion de complémentarité et de composition. En composant du rouge et du bleu, vous imaginez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les nuances. Il y a probablement des couleurs qu'aujourd'hui vous n'avez jamais vues. Voilà, et la combinaison fait qu'à un moment donné, ça deviendra un besoin et un usage. Ouais, vous avez raison. Moi, je pense qu'on va valoriser un certain nombre de professions qui ne l'étaient pas jusqu'à ce jour. Moi, je citais tout à l'heure l'électricien, le plombier. Pour moi, c'est pas anodin. De moins, on va remonter le niveau, on va valoriser ces métiers-là parce qu'on va leur demander un peu plus de savoir. Et parce que la connectivité des objets, on est en plein dedans. Aujourd'hui, il n'y a pas un industriel qui sort un produit sur le marché qui n'est pas connecté. Connecté, ça veut dire je capte de la donnée, que fais-je de cette donnée-là ? Et donc, ça devient essentiel que nous puissions, avec les universités, les écoles de formation, aller exprimer déjà quels peuvent être les besoins des industriels, des entrepreneurs comme moi, des experts comptables, des juristes. Voilà, c'est à nous aussi d'exprimer nos besoins et de permettre au circuit d'enseignement d'essayer d'adapter ces modules de formation. Moi, je voudrais poser, si vous me permettez, je ne vais pas vous remplacer, je ne suis pas une intelligence artificielle. Retourner vers Christopher et dire Christopher, est-ce que tu estimes qu'il y a une différence entre l'intelligence artificielle formée, enfin tout ce qui est universitaire et fondamental, et ce que moi j'appelle vulgairement l'intelligence artificielle appliquée? Alors, il faut savoir qu'à l'université, on forme des gens pour faire de l'intelligence artificielle appliquée. On va former ce qu'on appelle les data scientists. Ça fait partie des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. C'est quoi un data scientist ? Vous lui donnez un ensemble de données, il est capable de vous dire quel est le produit qui serait susceptible d'intéresser un client. Typiquement, les entreprises sont assez friands de ce genre de poste parce que c'est les data scientists qui vont donner la direction des entreprises parce qu'ils vont savoir exploiter ces données-là. Et donc, quand on forme des gens, il faut savoir les former aux données, mais il y a plein d'autres outils, notamment les entreprises peuvent être très intéressées sur les outils d'optimisation. Vous avez une chaîne logistique, vous êtes en train de produire, je sais pas, des couteaux et vous voulez optimiser les cycles, et l'intelligence artificielle peut avoir des applications dans ce domaine-là. Et donc, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle est touchée, tous les domaines sont touchés par l'intelligence artificielle. Et donc, faire la distinction entre l'intelligence artificielle fondamentale, théorique, et l'intelligence artificielle appliquée, eh bien, il y a des connexions. D'accord. Il y a de fortes connexions. Et même si, actuellement, dans la recherche, on a des outils vraiment très très puissants pour représenter le raisonnement que nous, humains, nous faisons, il y a des questions théoriques de calculabilité, c'est-à-dire que dans la nature, il y a des problèmes du plus facile au plus compliqué, et certains problèmes sont extrêmement compliqués, et l'intelligence artificielle ne permet pas de les résoudre en un temps raisonnable, c'est-à-dire moins d'une journée. Peut-être pour répondre aussi à Malek, ce que je me dis aussi, c'est que l'école et l'université, et l'école à la française fabriquent des gens qui sont des experts, qui sont des gens très très forts dans leur domaine, mais qui sont relativement cloisonnés aussi. Je dis ça parce que j'ai fait une intervention récemment à l'IESEG, qui est une école de web marketing, dont le prof est quelqu'un qui a été formé aux États-Unis à Harvard, et qui m'expliquait, qui me disait, mais en fait aux États-Unis c'est très simple, les ingénieurs et les web marketing ils sont ensemble. Oui. Donc ils parlent ensemble, ils échangent des projections de la vie réelle dans leur dialecte à eux, mais à un moment donné, les îlots de savoir se confondent. Et ça devient une combinaison possible pour créer de la valeur demain.
Et c'est pas anodin si les Américains, probablement mieux que nous, savent créer des startups qui réussissent très rapidement parce qu'ils mélangent. En France, un web marketing à l'école ne se mélange pas forcément très facilement avec un ingénieur. Je pense que c'est ce mélange-là qui crée de la valeur aussi. Mais ça, c'est On aussi parle de l'évolution du système éducatif, Ouais. ça veut dire qu'il faut miser sur le travail de groupe. Oui, voilà, parce que c'est aussi un des travers de nos schémas pédagogiques en France, c'est qu'on raisonne en silo. C'est ça. C'est-à-dire qu'une matière, voilà, est toute droite, elle ne parle pas avec la matière d'à côté, et qu'un étudiant, finalement, il travaille tout seul sa matière. Alors que l'idée, ce serait de faire, les Québécois sont très très forts là-dessus sur les schémas pédagogiques, d'arriver à faire beaucoup plus de transversalité entre les disciplines, entre les matières, entre les métiers, mais aussi d'apprendre, dans ce qu'on doit apprendre à nos étudiants, il y a les contenus pédagogiques purs, c'est évident, mais il y a aussi leur apprendre des comportements pour plus tard, et notamment en favorisant tout ce qui est le travail collaboratif, le travail de groupe, les échanges en salle de classe, à l'extérieur, etc. On leur apprend aussi des compétences qui vont être le savoir-être, qui vont être être capable de travailler en équipe, être capable de décloisonner leurs activités, être capable de créer de la transversalité à l'intérieur de leur organisation, mais aussi à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est aussi un des défis de l'enseignement aujourd'hui, en France en tout cas. Et la revalorisation des salaires des chercheurs. Absolument. On a d'excellentes écoles et tous ceux qui ont bien étudié, qui ont un super niveau, sont débauchés à plusieurs millions de dollars aux États-Unis. Alors on se pose la question pourquoi on ne trouve pas, on a cette problématique-là aussi. Enfin, je ne veux pas jouer les syndicalistes. Si, mais, Ah, mais vous avez raison, allez-y. Tout à l'heure, effectivement, C'est plus sympa quand ça interagit parce que là on se sent un peu seul. Hein. Oh, bah, merci. J'interagis. Je voulais revenir à la question des systèmes d'aide à la décision. Justement, pour moi, aujourd'hui, l'IA, elle est cantonnée à un système d'aide à la décision parce que légalement, elle n'a pas le droit de prendre de responsabilité. Or, tu parlais tout à l'heure d'un agent comme étant un système intelligent. Un agent, c'est situé, donc c'est localisé quelque part, quel que soit l'endroit où il est, mais surtout, c'est doué de capteurs. Donc ça ressent des choses, donc ça récupère des données, ça voit, ça mange, bon, c'est nos cinq sens. Et ça a aussi des effecteurs. Donc des moteurs, si c'est un robot, il a des moteurs pour faire tourner ses roues, mais aussi peut-être des doigts, si c'est un robot ou quelque chose. Et justement, à mon avis, la révolution de l'intelligence artificielle va arriver peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le pense, parce que ça sortira du système d'aide à la décision, et ça deviendra un vrai avocat qui pourra prendre la décision de prendre cette stratégie de défense pour vous défendre dans un cas. Peut-être qu'il va vous faire une ordonnance, il va signer l'ordonnance pour vous dire de prendre ce médicament-là parce que vous êtes malade de ça, et il va poser le diagnostic. Alors peut-être que ce sera peut-être un humain derrière qui va aller plus loin, mais justement la révolution, et là où on changera d'ère. C'est-à-dire qu'avant on était dans une ère agraire, après on est arrivé dans une ère d'automatisation. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a supprimé plein d'emplois, 80% des emplois du Moyen-Âge ont disparu, c'est con, c'est vraiment dommage, et 80% des emplois du 19e siècle ont disparu, c'est vraiment dommage aussi, et du coup je digresse un petit peu, mais la prochaine ère, ce sera l'ère de l'intelligence artificielle. C'est un peu comme se poser la question du web dans les années 90, est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Et il va venir, il n'y a pas le choix. C'est pas cette question-là qu'il faut se poser. C'est comment je vais appréhender cet impact de l'intelligence artificielle dans la société. Si je ne me pose pas la question, parce qu'on est des grands philosophes en France, on est toujours plus intelligents que les autres, c'est pas grave. Il y a des puissances qui auront parié sur l'IA, la Chine et les États-Unis, et puis c'est eux qui nous seront leurs vassaux, parce que nous aurons bien réfléchi plus que les autres, et on sera nuls, parce que tous nos chercheurs seront déjà partis. Notamment parce qu'ils sont mal payés ici, ils sont très bien payés ailleurs. Donc la prochaine ère économique, sociale, tout ce que vous voulez, ce sera l'ère de l'intelligence artificielle. Il faut s'y préparer, il faut s'organiser pour qu'on soit fort dedans. Ça tombe bien, on est très très fort. Les chercheurs français en IA sont parmi les meilleurs du monde. Dans la Silicon Valley, on parle français dans les réunions en intelligence artificielle parce qu'il n'y a que des Français, quasiment. Donc tant mieux, pour une fois on est bon à quelque chose. La recherche française a été très très forte. Donc maintenant c'est aux politiciens de s'adapter, de faire en sorte que le pays s'oriente vers tout ça, et pour une fois qu'on a une mine d'or et qu'on pourrait l'exploiter, on ne l'exploite pas. Soit parce que l'IA n'est pas considérée comme une puissance, c'est une puissance géopolitique considérable, l'IA, pour demain, parce que si vous avez des systèmes intelligents avec des avions de chasse
intelligent, sans pilote, vous avez la possibilité de faire des manœuvres aériennes qui sont impossibles s'il y a un humain parce qu'il se prend trop de jet, et ben les avions pilotés par des humains, ce sera ringard dans 20 ans. Et qui est-ce qui vendra encore des Rafales peut-être? Ben, ce sera peut-être encore les Français qui essaieront de vendre leurs Rafales. On a toujours une guerre de retard. Une petite prise de conscience qui est en train de... Alors une prise de conscience, d'avoir lieu. comme d'habitude avec les hommes politiques, on est dans des prises de conscience dans les discours, mais dans la réalité, on met 1,5 milliard dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, je le rappelle, une semaine de salaire d'Elon Musk. Le politicien... Il faut mettre tout le modèle économique à plat. Dans ce cas, le modèle de l'enseignement devrait être remis à plat, puisque qui est-ce qui enseigne? Ce sont des professionnels de l'enseignement depuis 30 ans, etc., qui ressortent toujours de la même manière aussi. On peut peut-être donner les micros. Peut-être ont une problématique. Est-ce qu'un État est prêt à remettre en place toute cette problématique et à accepter de prendre des gens extérieurs missionnés pour donner des cours sur des compétences qu'ils ont acquis pendant une période donnée? Pour le moment, tu ne peux pas proposer ça dans un système universitaire français et tu ne peux pas proposer ça dans un système d'école. C'est impossible. Et les gens ne sont pas à ce mur. L'éducation nationale, il y en a quelques années qui disaient « il faut faire bouger le mammouth, regardez ce que ça a donné ». C'est impossible à faire bouger. Donc il faudrait revoir tout ça. Je vais répondre. Tout ce système-là, c'est impossible. Quand tu vas en Allemagne, tu cherches un job, tu vas comment ça s'appelle tu as un BTS, tu vas te dire je vais faire une licence, un Master 1, et je vais faire un apprentissage parce qu'il n'y a pas mieux. On va te dire, bah, écoute, tu trouves d'abord la boîte, et tu vas voir ce dont la boîte a besoin, et tu vas faire ta formation là-dessus. En France, on dit l'inverse, on dit, je vais m'inscrire là, ok, et puis après j'ai trouvé la boîte, ah bah merde, je trouve pas de boîte sur ce dont j'ai besoin. C'est tout l'inverse, il faut retransformer. Macron ou un autre, peut-être appelé à peut-être de grandes réalités, une belle vision pour le faire, mais il ne le fera jamais. On va au casse-pied, on regarde ce qui se passe avec la SNCF. Je suis pas. C'est exactement pareil, les gens ne sont pas prêts à faire ça. Parce que c'est le changement. Le changement, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, et depuis X années, en France, on a peur du changement. Une partie de la population. Mais une partie. Ouais. Mais qui bloque. Mais qui n'a pas cette conscience de l'évolution, de la 4e révolution. Mais c'est humain. Oui, c'est humain. C'est humain. Les gens ne comprennent pas. C'est humain, avoir peur du changement. Ça a peut-être mal été expliqué aussi. Voilà ça. Expliquer. Ou pas expliquer. Ou pas expliquer. C'est humain d'avoir peur du changement. Moi-même, j'ai peur du changement. Mais si on me l'explique, si on m'accompagne et si on m'aide à aller vers le changement, je vais mieux. Donc la question est même pédagogique, c'est-à-dire que ce changement, il faut l'expliquer. Après, au niveau d'un point de vue d'un État, est-ce que le changement est possible aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais d'un point de vue individuel, voire organisationnel, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent d'un point de vue individuel. La seule chose, c'est qu'il faudrait réussir à montrer que c'est bien, à montrer que ça a un impact. Ouais. Voilà. On puisse ouvrir le champ du possible, c'est facile à dire. Mais la problématique, elle est là. Monsieur disait, je cherche des plombiers. Moi, je... Connecté. En connecté. J'ai un bagage qui est assez différent. Bon, voilà, je suis prof et en même temps, je suis chef d'entreprise. Et je fais des missions en BTS, en chaudronnerie. D'accord? Des missions en BTS, en chaudronnerie. Ouais, ce que j'ai eu à leur faire en cours l'autre jour, c'était justement sur ce que vous disiez, en leur disant, mais attendez, voilà comment va être l'avenir. C'est ça ce qui vous attend. Bravo. La révolution industrielle. J'aurais fait une cours là-dessus. C'est pas au programme. Okay, ils vont passer leur BTS, leur bac. Ils vont dire, mais attendez, ouais, ils vont ouvrir les yeux, mais alors moi, pour ma petite note, c'est pas ce qu'ils m'ont demandé dans le programme de l'éducation nationale. Donc ce prof-là, c'est pas vrai. Moi, j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je devais pour leur ouvrir les yeux, mais c'est... Voilà. Et c'était une petite mission de dépannage, c'est pas bon. J'enseigne pas en BTS, c'est vraiment pour dépanner quelqu'un. Mais je partage totalement votre avis, enfin votre commentaire là, je le partage totalement. Et personnellement, mais personnellement, enfin moi je commence à avoir un petit peu de bouteille, hein, j'ai 44 ans, j'attendrai rien après l'État. C'est-à-dire que moi j'estime, je pense que d'ailleurs c'est aussi probablement le bienfait de cet événement et le Club IA. C'est que grâce au Club IA, je viens de découvrir quelqu'un du grec, parce que moi j'entendais beaucoup parler du grec, mais j'avais jamais vu une personne physique du grec. Elles existent. Voilà, il est là, je le touche, il est bien vivant. J'ai monsieur qui me parle d'un BTS et qui dit bah, il faut aller de l'avant, il faut qu'on forme et qu'on parle
on parle avec nos étudiants de l'avenir. J'ai madame qui est le MN, on a Emmanuel Pessanti qui est connu nationalement et mondialement. Qui veut mettre la France sur les rails. Il y a le président de la République qui dit mettre en place 1,5 milliard d'euros sur l'IA. Monsieur dit si vous voulez des chercheurs, il faut bien les payer. Et pourquoi ce ne serait pas en Normandie? Pourquoi, pour une fois, on ne copie pas les Américains, c'est-à-dire qu'on prend chercheurs, écoles, universités, et on va ensemble, et on va voir nos politiques, on a un vrai projet. On a un vrai projet pour nos jeunes. On veut les préparer aux enjeux de demain. Alors vous, on sait que c'est compliqué, parce que l'administration c'est compliqué, c'est pas grave. Donnez-nous les moyens de travailler tous ensemble et de faire construire un vrai projet citoyen de formation sur l'intelligence artificielle. Après ça prendra les formes que ça voit, mais au moins qu'on commence à préparer l'avenir et qu'on arrête de discuter, parce que moi j'avance moi. Hein. Je voudrais essayer de dire peut-être en 2 mots, on est un grand pays, on est un vieux pays, on est aussi un pays avec ses qualités et ses défauts, on est un vieux pays jacobin, centralisé. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'attendre tout de l'État, et je pense qu'en réalité, nos élus et nos politiques ne feront pas grand-chose, même si ils avaient la possibilité de le faire. Simplement, ils feront ce que ils attendent de vous, que vous votiez pour lui. Je pense que nous allons nous prendre par la main, on va faire comme l'Estonie, on va faire notre chaîne de 560 km. Et on va marcher. On va marcher ou on marchera pas, mais qu'on marche ou qu'on marche pas, on a une sorte d'alignement des planètes qui fait que tout d'un coup il y a un contexte politique qui est probablement favorable. Je pense que l'Emmanuel, qui est un nom très à la mode en ce moment, je pense que Emmanuel Macron a déjà fait la partie du job en réalité. Moi, j'attends plus rien d'Emmanuel Macron parce qu'il a fait le job. J'attends maintenant de son gouvernement et de son administration. Son gouvernement va faire l'autre moitié du job, et je pense que c'est pas l'administration qui est un petit peu has-been qui fera l'autre moitié, je pense que c'est vous. Et je pense que vous allez rejoindre très vite l'association French Road, parce que je vais quand même vous dire 2 mots sur cette association dont je suis le président depuis seulement 3 mois. On a entendu notre président de la République qui nous a dit demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays, avec des accents très kennediens. Eh bien nous on a répondu en 13 jours. Et en 13 jours, on a créé l'association, et au 16e jour, passé au journal officiel. Et qu'est-ce qu'on propose comme valeur? On dit simplement que nous nous projetons en tant que e-citoyens d'une nation digitale française. Nous pensons que la French Tech, c'est pas n'importe qui. Moi, j'entends pas parler de l'Italie Tech, j'entends pas parler de la German Tech, et j'entends parler de la French Tech. Et la French Tech, elle est un petit peu isolée. Elle est un petit peu isolée parce qu'elle fabrique des briques en or. Mais ces briques qui servent à fabriquer des belles maisons, elles restent sur le chemin, et on se regarde nos briques et on se les regarde, et c'est super. L'Estonie a fabriqué une nation digitale avec des briquettes en terre cuite. Mais avec ces briquettes en terre cuite, sur les 3 dimensions dont je vous ai parlé, ils ont fabriqué des cathédrales avec ça. Qu'est-ce qui nous empêche de faire, je n'allais pas dire faire pareil, parce qu'en fait on mérite beaucoup mieux que ça. Nous on est la French Tech. Tous ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu Forum Digital. Là, je dis, ouais, je suis au bon endroit. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu l'impression d'arriver à la Silicon Valley, là, avec les campus. Voilà. Je trouve que, je ne sais pas si c'est des politiques qui ont fait ça ou pas. À la rigueur, je crois que oui, un petit peu, puisqu'il y a quand même du budget, il y a tout un ensemble de choses. Je pense que c'est à nous de nous prendre par la main, et l'État jacobin n'est pas un État très agile. C'est pas un État très collaboratif. Je travaille dans une administration où le bureau A ne travaille pas avec le bureau B. Je travaille dans une administration française, je travaille au service du Premier ministre à la DILA. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que tout le monde parle de l'identité digitale, qui est vraiment le sujet à la mode, et sur lequel nous sommes assez moteurs, parce que, indépendamment de toute considération politique, toute considération monétaire, on n'a rien à vendre. On essaye de mettre une barre de qualité à un niveau donné qui ressemble à la Digital Nation de demain. Eh bien, je vois que ce sujet, il est sur la table, que tout le monde en parle et personne ne travaille ensemble. Donc, c'est la DINSIC qui en parle toute seule dans son coin, c'est la France Stratégie qui en parle, c'est le ministère de l'Intérieur. La Défense a un projet également très innovant pour mettre en place des cartes d'identité militaire dans lesquelles on puisse garantir la sécurité. Et c'est une X-Road-like. Donc tout le monde en parle, personne ne travaille ensemble, j'appelle pas ça de la collaborativité. Donc, ça peut être vrai dans...
Alors, je vais répondre à ça très précisément, puisque c'est un sujet sécuritaire qui nous impacte tous si nous sommes demain des citoyens. Alors, je reprends un petit peu l'histoire et je me donne 1 minute pour le faire. J'ai vraiment un chrono depuis tout à l'heure. Je me donne 1 minute pour le faire. En 2008, l'Estonie a été attaquée massivement par les Russes. Ça s'est traduit par la blockchain est tombée 15 jours. L'intégrité des données n'a jamais été atteinte. C'était un simple déni de service. Ce déni de service avec un SPOF bien connu de tout le monde, Single Point of Failure. Ils ont réagi par rapport à ça en créant des organisations distribuées. Depuis, ce genre d'attaque n'est jamais apparu. Deuxième élément très important, fin 2017, l'État estonien rappelle 760 000 cartes, la moitié du cheptel de cartes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous avez employé un terme, et on ne va pas vous le reprocher, puisque ça a été écrit dans la presse à tort. La réalité est la suivante. En 2014, le prestataire de cartes à puce Gemalto a introduit un nouvel algorithme dans lequel il y avait un défaut de gestion du hasard. La gestion du hasard, c'est un tout petit problème dans la cryptologie, puisque ça dépend, c'est une façon de casser l'algorithme, et ça devient prévisible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un spécialiste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les équipes de recherche de l'OTAN, qui sont également à Tallinn, couplées avec les équipes de recherche estoniennes, se sont rendues compte du BINS et ont fait un rappel de 760 000 cartes, alors qu'il n'y a jamais eu d'attaque, c'était simplement un problème potentiel. Pourquoi ? Premièrement, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la confiance est à la base de tout. On vise le zéro absolu de la confiance et on a rappelé 760 000 cartes potentiellement dangereuses. D'accord ? Ce rappel de cartes vous pouvez l'assimiler finalement quand Toyota rappelle 100 000 voitures parce qu'il y a un problème de pot d'échappement, mais il n'y a pas 100 000 morts. En France, on a fait passer l'idée gentiment qu'il y avait 100 000 morts sur la route. C'est faux. C'est juste faux. Voilà. Donc, on devrait simplement un peu rougir de honte par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, notre système digital ne permet pas de se rapprocher de façon asymptotique. Et nous, les béotiens que nous sommes, nous voyons ce risque très confondu avec le niveau 0. En réalité, il y aura toujours un savant plus savant que les autres qui va louper là-dessus et qui verra la distance. Cette distance, c'est un prix. Et aujourd'hui, pour casser la cryptologie, je ne dis pas de bêtises, qui est elliptique, eh bien, il faudra à peu près 1000 ans de temps machine d'aujourd'hui pour y arriver. Et je ne vous raconterai pas, s'il était nécessaire, qu'avec un système quantique, probablement qu'il faudrait 5 minutes. Mais on n'y est pas encore, c'est la prochaine étape. Bon, 2 minutes 30, c'était pas mal. C'est pas 1 minute. Il y a des questions. Il y a d'autres questions ? Monsieur Martini. Pas une question, je voulais revenir sur ce qui a été dit sur les rémunérations aux États-Unis. Parce qu'on y est allé avec Malek. Et je ne sais pas combien ça peut gagner une serveuse en France. Une serveuse Je ne sais pas, un peu plus que le SMIC. Un SMIC, voilà. Donc on va dire, je ne crois pas calculer tout de suite, mais 20 000 euros quoi, à peu près. Et donc on en a croisé une qui était à San Francisco. Est-ce que vous avez une idée de combien elle gagnait? Et encore, elle était pauvre à San Francisco. Une serveuse. Elle nous a vraiment dit. Et heureusement que Malek est là, parce que vous n'allez même pas croire le chiffre que je vous ai dit. Si, parce que les pourboires, Avec les pourboires, j'imagine que ça va avec très les vite. tips, Oui, 100 000 les tips sont pas... 100 000 $. Non, mais c'est le quartier luxueux de la ville d'abord. Pour gagner, et elle payait donc un loyer supérieur à 3 000 $, plus les problèmes de caution, etc., à 25 km. Donc il est bien évident que les chercheurs français peuvent toujours y aller. Ils vont gagner 200, 300, 400, 500 peut-être. Mais le coût de la vie là-bas n'a rien à voir avec lui. Il est 3 ou 4 fois supérieur. Et en réalité, après il y a des choix. Moi, des gens qui veulent aller travailler juste pour la rémunération, il faut s'interroger. À la rigueur, pourquoi pas. Et en plus, ils risquent d'être déçus sur place. Donc, je pense qu'une des premières choses à faire, et j'ai dit que ce sujet a été répété à plusieurs reprises, c'est peut-être de démystifier auprès de nos jeunes chercheurs qui sont dans les universités l'idée que l'Eldorado c'est les États-Unis. En réalité, ça ne l'est pas. On pourrait tout à fait organiser du tour, comme on l'a fait avec Malek, pour aller voir réellement comment ça se passe. D'accord, les chiffres sont astronomiques, mais le niveau de vie est à la hauteur de ce qu'il y a. Oui, il faut tout mettre en parallèle. En même temps, pour nous rassurer dans le domaine du capital risque, on est le deuxième pays en Europe
à avoir développé le plus de levées de fonds pour les startups. Mais on a su rattraper ce retard. Ouais, et je pense qu'à mon avis, il faudra réfléchir aussi sur cette axe-là de levée de fonds dans le cadre des recherches et développement dans la vie. Je pense que ça sera développé, une piste à développer. Il y a un vrai problème sur la perméabilité entre l'État. Bon, il se trouve par hasard que je suis président de la Normandie French Tech. On ne savait a pas un vrai ça. problème parce que justement, le groupe sur Santé Sociale, on a rencontré quelqu'un de l'administration d'Obama qui nous a expliqué que pour $1 privé, il y avait $2 publics qui étaient là. Donc, les Américains sont le dernier pays libéral au monde. Enfin, ils ne le sont jamais. Les aides, ils soutiennent beaucoup leur économie. En France, en réalité, on a les mêmes dispositifs. Grâce à la BPI, en Normandie, on a de la chance, en plus, on a un fonds souverain, on a une participation qui n'existe pas dans le territoire. Notre vrai problème, c'est de trouver des investisseurs privés, souvent d'ailleurs qui ont gagné ou bien gagné leur vie pendant les Trente Glorieuses, et qui réinjectent leur liquidité ou une partie de ce qu'ils ont gagné dans l'économie. Puisque c'est ce dollar, c'est cet euro privé qui nous manque pour enlever $2. Ça, c'est le premier point pour le financement des startups. Le deuxième point, c'est que ce qu'on constate, c'est là, pour le coup, il y a un vrai défaut. Il n'y a aucune perméabilité entre le monde des entreprises et l'université. Aucune. Un peu plus à Caen, peut-être, puisque je suis aussi cofondateur de M-Factory, qui est le premier investisseur privé en Normandie. On a autant investi à Caen qu'à Rouen, alors que sur le papier, Rouen représente un volume quand même plus important. Donc peut-être qu'à Caen, vous avez plus de perméabilité entre l'université et les entreprises. Mais en tout cas, il y a de gros efforts à faire là-dessus. Et Normandie Valo, parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Normandie Valo, a vraiment beaucoup de mal à faire sortir des projets qui pourraient potentiellement financer par nous. Donc le public reste dans sa sphère publique, université, etc. L'État met en place un certain nombre de dispositifs, la BPI est un acteur essentiel de l'innovation. Et en réalité, on a du mal à faire sortir des privés, mais à la rigueur, c'est pas grave, il n'y a pas tant de projets que ça à financer. C'est là où il faut créer un écosystème entre l'université, les écoles de management, les jeunes, les entrepreneurs. Il faut intégrer cet écosystème au global où tout le monde interagit avec tout le monde et au final, on va produire des nouvelles startups, on va trouver des ingénieurs formés sur le terrain tout de suite, immédiatement, opérationnels. Et je pense que ce projet-là, il peut être fait à l'échelle de la Normandie. Et quand je dis la Normandie, j'entends bien Rouen, Caen. Et on pourrait faire quelque chose d'exceptionnel. Le Havre, excuse-moi. Surtout pour Monsieur le Premier ministre, il serait très attaché, parce qu'on n'oublie pas le Havre. Mais je pense que la Normandie a vraiment un atout exceptionnel. On a juste le seul défaut en Normandie, c'est qu'on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est faux. Nous avons des potentiels exceptionnels en Normandie, sauf qu'il faut organiser tout cela. Surtout les bien arrosés. Ah oui, surplus. Alors, Surplus. Mais il faut essayer d'organiser. Il ne faut pas attendre que ce soit l'un ou l'autre qui le fasse, mais faisons-le ensemble. Voilà, trouvons toutes ces intelligences et toutes ces énergies pour dire, écoute, bon, on n'est pas issus nécessairement des mêmes milieux, toi tu es public, moi je suis privé, on s'en fout. L'université de Caen, toujours la même, et le GREC, je crois que c'est intégré au GREC, a son propre laboratoire de transfert technologique. Je le sais parce que j'y ai travaillé, donc j'ai touché les gens pour être sûr qu'ils existaient. Donc justement, la mission de ce laboratoire-là, c'est de faire sortir de la recherche fondamentale, même ou la recherche appliquée, mais faire sortir la recherche de l'université pour la faire entrer dans les entreprises. Et d'ailleurs, son travail, c'est de faire d'embaucher des gens pour rendre des missions dans les startups ou dans les groupes. Donc, faut trouver du travail. Et en fait, pour trouver du travail pour ces gens-là, en fait, il faudrait tout simplement que, pour monsieur, c'est pas perdu du tout. La bataille est pas du tout perdue parce que ce genre de choses va se mettre en place à partir du moment où l'écosystème économique, les entreprises qui existent auront compris qu'elles ont besoin d'intelligence artificielle et ensuite elles iront voir des laboratoires de transfert technologique dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être dans 2 ans ou peut-être dans 1 an. Ce serait bien qu'on s'y mette aujourd'hui. On crée des centaines de laboratoires de transfert technologique en Europe parce que la puissance c'est l'Europe, ça va pas être la France. On est face aux États-Unis ou aux Chinois, donc ça va pas se faire en Normandie ou en France avec 1,5 milliard. Mais ça m'a vraiment fait mal. Non, mais c'est un bon début. Non, mais c'est un tout petit début. C'est un bon début. Les États-Unis, il y en a vraiment une qui est fondamentale, c'est que notamment quand il y a de l'argent,
quand on parle d'accélérateur, combinatoire, etc., le seul sujet c'est commerce, marketing. Commerce, marketing. Et ils ne font jamais de la techno Pour de la techno. Ouais. Comment je vais vendre ma solution. Oui, c'est pragmatique. Voilà. Ils sont complètement orientés là-dessus et c'est un peu une difficulté, c'est quoi, enfin, pour avoir assisté à quelques réunions, pas sur l'intelligence artificielle mais sur le big data avant que ça devienne l'intelligence artificielle, parce que tout ça, moi il y a 20 ans quand j'ai démarré la carrière, on appelait ça la business intelligence. En fait on ne fait que recycler des concepts qui étaient déjà. C'est pas faux. C'est juste la puissance de calcul des ordinateurs qui avait. Les concepts sont déjà là depuis un certain temps. La quantité de données aussi. En réalité, Oui, mais justement, je rebondis sur ce que disait monsieur au sujet de Big Data. Comment voyez-vous maintenant l'acquisition et la gestion de Big Data au travers de nouvelles technologies, de l'AI, mais je pense notamment plus spécifiquement au domaine marketing comportemental. Et demain, dans 20 ans, est-ce que le rapport, notamment avec la CNIL, est-ce qu'il n'y aura pas des soucis en termes d'analyse au niveau de l'AI et de ces Big Data? Et ça, c'est un business pour les entreprises. Oui. Bon nombre d'entreprises que je visite régulièrement, ils ont des bases de données incroyables, ils les utilisent pas. Alors ça pose énormément de questions effectivement, et notamment des questions d'éthique. Et parce que effectivement, les big data, on est sur de la collecte de données, ok, ça marche. Mais la vraie question, c'est sur l'exploitation. Qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, est-ce qu'on va être capable de l'exploiter correctement? Ça, c'est la première chose. Et puis, est-ce qu'on va être capable de l'exploiter de manière éthique? Donc là encore, on en revient toujours à cette, enfin, en tout cas moi, j'en reviens toujours à cette idée de formation qui consiste à dire que tout ça, ça doit être anticipé. Et tout ça, c'est l'homme qui doit piloter la data. Et l'homme, on doit lui apprendre ce qu'il est censé faire avec cette data, justement pour éviter de s'exposer à ce type de problème. Donc il y a une forme d'éthique à développer et une forme de responsabilisation qui consiste à dire aux jeunes et aux futurs opérationnels, ayez conscience quand même de ce que vous avez entre les mains. De la même manière qu'on peut confier des produits dangereux à quelqu'un à partir du moment où il a expliqué que c'était dangereux. Et pour moi, l'enjeu, il est un petit peu là aussi. Dire, ouais, certes, c'est potentiellement un objet dangereux. Mais si on a appris avant et correctement qu'il fallait avoir conscience de ce qu'on a entre les mains et des possibilités de ce qu'il fallait surtout pas en faire, on limite nécessairement les risques. Alors il y aura des transgressions, mais il y en a partout. Après, si je peux rajouter, il y a des choses auxquelles on a du mal à imaginer les risques, notamment de donner ces données confidentielles, par exemple. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent Messenger ou WhatsApp pour appeler. Donc il faut savoir que ce sont des applications gratuites et on ne vit pas dans un monde de bisounours. Ces échantillons de votre voix sont collectés, sont stockés dans des bases de données. Et il s'avère que récemment, vraiment une publication de cette année, s'avère qu'une intelligence artificielle est capable d'apprendre la manière dont vous parlez et reproduire le son de votre voix. Donc là, une application directe de hacking, c'est de se faire passer pour vous en fait. Récolter des échantillons de votre voix pour se faire passer pour vous et ensuite, vous imaginez bien les conséquences dramatiques que ça peut avoir dans votre vie. Est-ce qu'on y pense ? La plupart des personnes n'en ont pas conscience en fait. Après, pour terminer sur votre question sur les applications d'exploitation des données en marketing notamment, ça renvoie encore à un vieux débat sur quel est l'objectif du marketing. Est-ce que le marketing il est là pour vendre des choses à des gens qui n'en avaient absolument pas besoin? Nécessairement, je ne pars pas de ce point de vue-là, mais l'idée du marketing, c'est aussi d'être en mesure de connaître, de comprendre les besoins réels, voire futurs des consommateurs et d'être au plus près de leurs besoins. Donc une bonne exploitation des données, en tout cas une exploitation des données en tout cas améliorée par la gestion de la big data permet aussi, alors elle permet d'un point de vue économique de l'innovation, parce qu'on va pouvoir mieux comprendre quels sont les besoins des consommateurs et donc y répondre au mieux à partir de leurs attentes et pas à partir de ce qu'on veut leur imposer. Ça, c'était dans les 30 Glorieuses. On est vraiment sur les attentes des consommateurs pour leur proposer les choses dont ils ont besoin. Et c'est à partir de ces attentes des consommateurs et de la connaissance, de la meilleure connaissance qu'on a, qu'on peut proposer des produits comme ce que tu proposes. C'est bien parce qu'on a bien compris quelles étaient leurs attentes qu'on va pouvoir y répondre. Et donc, du coup, mieux on la connaît, plus on est capable d'exploiter ces données, légales évidemment, et consenties,
et plus on va être en mesure de répondre aux attentes des consommateurs. Alors justement, la question qui se pose par rapport à l'IA, c'est que l'IA a besoin de vraiment tout savoir, enfin il connaît vraiment énormément de choses sur nous, et que quand c'est un humain qui croit savoir que tel panel de la population va avoir besoin de mon produit, donc je vais l'adresser en travaillant sur tel ou tel média plutôt que sur un autre, ça pose pas trop de problèmes. Encore une fois, on a très vite confiance dans l'humain, parce qu'on le sent ou qu'on le sent pas. Mais quand c'est un ordinateur qui du coup sait tout sur nous, là ça ouvre la voie à ce qu'on appelle le pre-targeting en vente de pub. C'est-à-dire qu'il y a Criteo, une boîte française qui a vraiment tout défoncé, qui a été cotée en Amérique du Nord et en Europe. Il faisait du retargeting, c'est-à-dire que vous sortez de la boutique et il y a un vendeur qui vient et qui vous dit hey, les mecs, vous avez oublié d'acheter là, c'est pas bien. C'est le gros lourd en fait. Et ça a marché très très bien. Ce que fait l'intelligence artificielle, c'est qu'on pourrait imaginer que je vais savoir que votre pneu de voiture va bientôt péter parce que je sais que vous l'avez changé il y a assez longtemps et que vous utilisez des routes qui sont pas forcément dans un bon état. Et donc je sais que normalement en 3 semaines, toutes les statistiques montrent que dans 3 semaines vous allez avoir un pneu, vous allez avoir besoin d'un pneu. Donc je vais vous le vendre. Et ça en fait, c'est une façon de voir la publicité. Si je vous vends un pneu alors que vous n'en avez pas besoin, c'est de la pollution. Si par contre il vient d'éclater et que je vous propose 50% sur les pneus à 10 km de là, ça commence à être intéressant. Et je rajouterais que puisqu'on parle de marketing, on peut probablement parler de marketing opérationnel et de marketing stratégique. L'un étant la mailing list, voilà, qui en X-Road s'appuie d'abord sur votre autorisation. On s'appuie sur votre autorisation qui paramètre en fait la chose pour dire est-ce que j'ai le droit de vous envoyer un mail. En gros c'est ça. Hein. Donc, et ça, comme c'est soumis à une identification, et la CNIL est très assise là-dessus, et tant mieux pour nous, parce que ça nous protège, mais le modèle de l'implémentation c'est de se baser sur votre autorisation pour pouvoir vous solliciter sur des biens. Et la question ne se pose plus si vous en aviez besoin ou pas, puisque vous avez donné votre autorisation pour que je vienne vous vendre mon pneu pourri. Voilà. Donc la question ne se pose plus. Dans mon pneu neuf, dans le marketing stratégique, là cette fois on adresse vraiment les data lakes, la big data. On doit être anonymisé. Je me fous de savoir que vous appeliez Pierre Durand pour connaître et analyser les signaux faibles qu'un comportement serait favorable pour mon business. Donc je pense que dans un cas comme dans l'autre, on ne va pas gérer la donnée sensible de la même façon. Et encore une fois, X-Road apporte vraiment des solutions très RGPD-like dans le Privacy by Design, notamment pour le marketing opérationnel. Voilà, et ça ne date pas d'hier qu'on parle de l'anonymisation et on parle même aujourd'hui d'avatarisation en fait, des données. Il y a aussi un point dont il n'a pas parlé, c'est la traçabilité des accès aux données en X-Road. En fait, tout est vraiment traçable, donc on va garder l'historique. Parce qu'en fait, parfois, vous avez donné votre autorisation pour l'utilisation de la donnée, et puis 6 mois après, vous êtes embêté par un mail que vous considérez comme du spam, et vous vous dites « j'ai jamais donné mon autorisation », là vous pouvez le vérifier, et c'est normalement infalsifiable. L'écharpe digitale. On parle beaucoup du RGPD, est-ce que ça pourrait pas être un frein justement au développement de l'IA en Europe ? Je ne pense pas. Si c'est sur des bonnes bases. Vraiment, je suis convaincu du contraire. Je pense que le RGPD, c'est vraiment l'histoire du scientifique qui fait de la géométrie. Les juristes peuvent être considérés comme des géomètres qui savent raisonner juste sur des figures fausses. Et le digital qu'on connaît aujourd'hui nous empêche de faire du business et on accuse la CNIL. On a tort, on a raison, c'est pas le sujet, c'est simplement qu'on est dans le Moyen-Âge. Arrivé à un digital adulte, on se rend compte que finalement gérer ça c'est pas très compliqué, on a inversé un petit peu l'appropriation de la donnée, on devient propriétaire de nos données et on se dit ah ouais, les Privacy by Design, du coup ça a un sens puisque c'est moi qui décide. Ouais, mais la collecte de données est quand même plus compliquée plutôt, avec les règles qui sont RGPD. Mais la collecte des données, c'est quoi la collecte des données? C'est Facebook? C'est quoi la collecte des données? C'est Facebook ou c'est vous qui décidez que vous viendrez m'interroger ou viendrez me solliciter si je vous en ai donné C'est une question de valeur finalement. Vous prenez un exemple, vous utilisez un iPhone en dernière génération avec la biométrie inclus. La personne qui n'est pas très au courant de tout le fait de stockage de données va s'amuser avec et en même temps va livrer carrément son identité de contexte à une base de données. Ce sera la base de données Apple. Vous avez raison, vous avez raison, excusez-moi, vous avez raison, mais on parle du digital d'aujourd'hui. C'est bien du digital d'aujourd'hui, quand vous dites cette expérience-là, c'est bien d'aujourd'hui dont on parle. Et
Et en Digital Nation, c'est plus tout à fait il y a un shift qui s'est opéré et ce n'est pas du tout de cette façon-là qu'on subit le digital. On subit le digital aujourd'hui. Hein. Vous avez 30 mots de passe chacun, vous avez 30 comptes et votre vie digitale est composée de comptes. En Digital Nation, vous n'avez pas de compte et vous n'avez pas de mot de passe. Donc ça marche autrement. Et rejoignez-nous et vous verrez comment ça marche. C'est pas possible. Une dernière question peut-être? Non, bah vous pourrez continuer de toute façon d'échanger autour du cocktail qui vous attend. Un grand merci et bravo à vous cinq pour nous avoir éclairés.